Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. Alors d'abord, j'aimerais remercier Ouria Boutelja d'avoir accepté notre invitation. Et du coup, on va discuter, Fatima, elle va animer la discussion pendant 1h30, et après, à peu près, et après, il y aura une demi-heure d'interaction avec le public. Voilà, si vous pouvez après aller boire un verre au bar de Pôle Sud si vous avez envie. On a aussi une table de livres en collaboration avec Basta, où vous pouvez trouver des livres, le livre d'Ouria, mais il y a aussi son précédent livre Les Blancs, les Juifs et nous. Il y a aussi Rester barbare de Louisa Yousfi qu'on avait reçu en septembre ici, et d'autres livres décoloniaux. Et ah oui, il y a une initiative populaire qui a été lancée par Agisson sur quoi déjà? Les droits politiques pour les étrangers, voilà. Et donc si vous voulez la signer après, vous pouvez la signer, voilà. Donc voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Ouria et à Fatima du collectif Sud Global. Il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. C'est la Ouria, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit ce soir à Lausanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler de ton livre, je souhaiterais revenir sur ton parcours politique. Tu es donc militante décoloniale française et tu es une des fondatrices du Parti des indigènes de la République, dont tu as été porte-parole pendant plus de 15 ans environ, et que tu as quitté il y a... J'espère que c'est juste, non? Et que tu as quitté il y a 2 ans. J'ai 2 questions qui me viennent. Dans quel contexte pourquoi et dans quel contexte tu t'es engagée politiquement, et quels étaient vos buts en créant ce parti? Bien, bonsoir à tout le monde, salam. Merci pour cette invitation. Merci à vous tous d'être là et merci d'être venus nombreux. Pourquoi on a créé le Parti des indigènes de la République? Eh bien, parce qu'il y a un phénomène qui existe en France et sûrement en Suisse, qui s'appelle le racisme. Et qui nous a paru urgent de combattre avec les armes adéquates. Or, depuis les années 80, et je parle strictement de la France, mais je pense que c'est un phénomène qui concerne les démocraties occidentales, donc démocratie occidentale pour ne pas dire pays capitaliste avancé, eh bien, dans ces pays-là, on a produit une fausse manière et une fausse théorie de l'antiracisme. À savoir qu'on a subi pendant une trentaine d'années en France, notamment à la suite des grandes mobilisations des populations issues de l'immigration postcoloniale contre les violences d'État et contre les violences policières en particulier. Je pense à la marche de 83, la marche dite pour l'égalité contre le racisme. Eh bien, l'État français a produit des anticorps pour protéger ce que j'appelle, moi, l'État racial. Eh bien, ce qu'il a produit comme contre-feu face aux revendications contre le racisme, c'était ce que nous, on appelle l'antiracisme moral. Alors l'antiracisme moral, pour aller très très vite, c'est représenté par SOS Racisme, mais c'est trop facile de n'accabler que SOS Racisme, parce que je répète, l'antiracisme moral est une production de l'État. Eh bien, l'antiracisme moral, c'est une fausse manière de combattre l'antiracisme, c'est-à-dire en identifiant des cibles qui ne sont pas les premières productrices de racisme, à savoir l'extrême droite. Donc le racisme serait circonscrit à l'extrême droite lepéniste, donc c'est ce qu'on a dit dans les années 80, et à monsieur et madame Dupont. Donc monsieur et madame Dupont, monsieur et madame Martin, ou monsieur et madame qui vous voulez, eh bien, seraient des personnes qui individuellement reproduiraient du racisme ou auraient des sentiments racistes. Et donc il faudrait éduquer. Donc en fait c'est ça, l'antiracisme moral, c'est ce qui empêche de penser le racisme de manière concrète et politique, à savoir le racisme est une production de l'État. Et ce que nous avons fait avec le Parti des indigènes de la République, c'est politiser la question du racisme et rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à l'État son racisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui produit le racisme et c'est donc lui qu'il faut cibler quand on mène une politique antiraciste. Et donc l'antiracisme moral a été remplacé par ce que nous appelons l'antiracisme politique. Voilà. Donc le Parti des indigènes de la République a été créé pour lutter contre le racisme structurel, qui n'existe pas sans son articulation avec l'impérialisme. Donc il ne s'agissait pas pour nous tout simplement de lutter contre le racisme, mais également de lutter contre l'impérialisme, puisqu'il n'y a racisme que adossé
à l'impérialisme, donc à la domination du monde. Justement, tu le dis très souvent, pour vous, c'est important d'être indépendant et autonome. Pourquoi ? Eh bien justement pour ne pas avoir à dépendre des idéologies de l'État. Et alors à la fois être complètement dépendant par rapport à la politique qu'on voulait mener, c'est-à-dire une politique radicale, qui sorte à la fois de l'idéologie universaliste française qu'on connaît, bon, l'universalisme blanc, à savoir on est tous égaux, supposément, alors que la réalité sociale montre qu'on ne l'est pas, et que les inégalités, elles sont structurelles, mais ce n'est pas simplement des inégalités de race, des inégalités de genre également, ou tout simplement l'inégalité de classe, qu'on a tendance à oublier. Il y a en France, comme dans tous les pays capitalistes, un système bourgeois qui exploite des prolétaires. Donc voilà, donc en fait... c'était quoi la question ? L'autonomie. Oui, l'autonomie. Donc en fait, l'autonomie, elle consiste pour nous à décider de notre politique, et donc d'échapper aux idéologies d'État, mais également d'échapper à la gauche, à la gauche blanche et toute la gauche blanche. Donc, c'est-à-dire la gauche blanche, qu'elle soit réformiste ou d'extrême gauche. Donc en fait, ça a été pour nous, notre autonomie, ça a été aussi d'échapper, disons, en partie en tout cas, disons, à la mainmise, ou en tout cas à ce que la gauche proposait comme lecture du monde. Voilà. Et donc on a ainsi, étant autonome et financièrement et organisationnellement et de manière théorique, on a non seulement produit une pensée théorique propre, mais on a surtout pu rompre avec la gauche blanche. Voilà. On pourra discuter de tout ça tout le long, notamment de la gauche blanche. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu viens de sortir ton livre « Beauf et barbare, le pari du nous ». Mais ce n'est pas ton premier bouquin. Il y a 7 ans, tu avais sorti « Les Blancs, les Juifs et nous » vers une politique de l'amour révolutionnaire. Et on voit que ton récent bouquin, il est mieux reçu que le premier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Alors, le premier a été très très mal reçu, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est ce qui m'a valu une réputation d'antisémite, de raciste anti-blanc, d'homophobe, de misogyne, et peut-être que j'en oublie. Bon. Alors, il se trouve que cette réputation, elle existait déjà. Je veux dire, c'est pas avec ce bouquin que j'ai été traitée de tout ça, mais disons, ça a renforcé l'idée que j'étais tout ça. Bon. Donc effectivement, il a été extrêmement mal accueilli et mal lu, voire pas lu, puisqu'en fait, le premier livre, il a été beaucoup commenté, énormément commenté, par énormément de gens qui se vantaient de ne pas l'avoir lu et qui pensaient que ça suffisait pour en avoir une idée. Donc en fait, pendant 7 ans, il s'est dit tout et n'importe quoi sur ce livre, absolument tout et n'importe quoi, de manière absolument outrancière. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 7 ans, l'eau a coulé sous les ponts, et en fait, beaucoup de gens qui ont été intoxiqués par cette propagande se sont rendus compte que c'était tout simplement pas vrai. Voilà. En fait, il y a ce qu'on a dit du livre et le livre. Donc, les gens qui découvrent le livre, qui le lisent, découvrent qu'en fait, souvent, la plupart du temps, ils se prennent une claque parce qu'ils se rendent compte que c'était absolument faux. Et en fait, en 7 ans, en fait, beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était faux. Voilà. Et donc là, il se passe avec le second que il bénéficie de cette histoire, voilà, il bénéficie de ça, mais d'un autre phénomène, à savoir que l'antiracisme politique a produit ses fruits. En fait, il y a eu un progrès dans la société française, et notamment dans la gauche. Ce qui fait que une grande partie de la gauche est prête à entendre ce qu'avant elle n'entendait pas, elle ne pouvait pas entendre. Et il se trouve qu'en France, le parti de Jean-Luc Mélenchon, donc la FI, a en partie intégré une partie des revendications ou de la pensée de l'antiracisme politique. Ça veut dire qu'en fait, il y a une grande partie de la gauche, même réformiste, qui a progressé. Et lorsque Mélenchon prend position pendant la campagne électorale, la dernière, à savoir contre les violences policières de manière ferme, contre l'islamophobie de manière ferme, malgré le fait qu'il était accusé d'islamo-gauchisme, d'islamo-bolchevisme, etc., qu'il a tenu ferme, notamment dans des débats politiques à la télé, eh bien, mine de rien, alors il arrive donc au présidentiel 3e de la compétition, ce qui n'est pas rien, pour une gauche qui était complètement défaite. Eh bien, lorsque entre 1000 guillemets, un candidat islamo-gauchiste arrive à ce niveau politique,
avec donc une masse qui est derrière lui, sur une base dite islamo-gauchiste, eh bien ça ouvre le champ à, encore une fois, une acceptation plus large et plus grande de ce que l'antiracisme politique explique. Donc voilà, si celui-là est mieux accueilli que le deuxième, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est la preuve que l'action politique, elle est capable de transformation. Voilà. Moi, c'est ça que je comprends, parce que ce livre-là, il y a 15 ans, il aurait été très très mal accueilli. Aujourd'hui, la situation, elle est mûre pour qu'on entende des discours qui soient certes critiques, certes radicalement critiques, mais qui ont en tout cas un intérêt dans la séquence qu'on est en train de vivre. Puisqu'en fait, je pense qu'on est quand même nombreux en Europe à se rendre compte quand même qu'il y a un grand danger fasciste et que les problématiques posées à la fois par l'extrême gauche anticapitaliste et le mouvement décolonial sont pertinents pour trouver des alternatives au fascisme qui arrive. Donc je pense que maintenant, il y a un certain nombre de gens et de courants et de mouvements politiques, d'intellectuels, peu importe, qui pensent que c'est important d'entendre ce qu'on a à dire. Tu dis qu'il y a une amélioration, mais j'aimerais bien savoir, dans le champ politique, à gauche, est-ce que tu as reçu du soutien ou un retour ou... Comment il a été reçu, ton livre? N'exagérons rien. Alors, il est bien accueilli par une opinion, par l'opinion large. La gauche organisée, pour l'instant, elle ne s'en s'est pas saisie. Elle se garde bien de le faire. Ce qui se passe, c'est que toute la droite et l'extrême droite, et disons la gauche vraiment droite, genre PS en France, hein, pour ceux qui connaissent, je veux dire, voilà, PS, je pense que tout le monde connaît, je veux dire, c'est... Oui, non, mais voilà, c'est la gauche... non, c'est plus que la gauche molle, c'est la gauche de collaboration, celle qui collabore avec... c'est les traîtres, pour le dire vite. Eh bien, tout cela réagissent et réagissent mal. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des papiers pour attaquer le livre. Bon, ça, je trouve ça bien et j'en suis très heureuse. Par contre, le reste du champ politique se garde bien d'intervenir. La différence avec le premier, c'est que même à gauche, ils étaient intervenus pour dire que c'était de la merde, pour le premier. Tandis que là, ils se taisent. Donc c'est un progrès. Ils se taisent. Mais c'est une lâcheté en même temps. Hein. Je veux dire, moi je pense qu'il y a de la lâcheté. Ça les brûle. Donc là, ils ne sont pas encore capables d'en parler. Mais on s'en fout, quoi. Pour l'instant, les choses font leur chemin. Ok, venons-en maintenant à ton bouquin, Ouria. Ton bouquin se divise en deux parties. La première partie, elle est assez balèze, très théorique et analytique. C'est là où tu reprends le concept d'état intégral d'Antonio Gramsci, que tu t'appropries pour toi proposer l'état racial intégral, puisque la race est très souvent négligée dans les théories politiques. Et donc l'état racial intégral, c'est une structure qui est composée, tu dis, de l'État-nation, de la société politique et de la société civile. Et pour l'expliquer, j'aimerais qu'on revienne d'abord à la genèse de la race comme construction concomitante au capitalisme et à l'État-nation. Tu dis toi-même que l'État accouche de la race. Et j'aimerais que tu puisses expliquer comment cette construction se fait. Alors, peut-être en passant par un questionnement qu'on a en France, qui est d'essayer d'identifier à travers Parce qu'en fait, en France, je disais tout à l'heure qu'il y a eu un progrès de l'antiracisme politique. Et aujourd'hui, en France, tout le monde parle de racisme d'État ou racisme systémique. Donc, à chaque fois qu'on est devant une question liée aux discriminations raciales, tu as toujours quelqu'un pour dire oui, mais ça, c'est du racisme systémique. Bon, c'est très bien, encore une fois, c'est mieux que l'époque de l'antiracisme moral. Mais en même temps, nous, on était assez insatisfaits de cette manière de répondre, parce qu'en fait, ça manque de matière. En fait, on a l'impression qu'on ne touche pas le fond de la question. Et donc, moi, il m'a semblé important de donner un contenu de la matière à ce que signifie racisme structurel ou racisme systémique. Et notamment en répondant à la question d'où vient le racisme? Est-ce que c'est une passion d'en haut, comme le dit le philosophe Jacques Rancière, qui a écrit un livre et qui dit que le racisme est une passion d'en haut, une passion des élites? Mais il a souvent été, on a souvent pensé en France, et longtemps, et notamment dans toute la gauche
d'opposition ou républicaine que le racisme, c'était le racisme, encore une fois, de populaire. C'est les prolétaires qui sont racistes. Donc, en fait, la question pour moi, c'était d'essayer d'abord de répondre à la question. Qui est raciste? Est-ce que c'est plutôt une production d'en haut ou est-ce que c'est une production d'en bas? Donc ça répond à ta question de qu'est-ce qui produit la race, mais également de savoir, est-ce que, parce qu'en fait il y a aussi un autre débat en France, est-ce que l'État est raciste? Est-ce que l'État est raciste? Ou est-ce qu'il y a simplement des politiques racistes? D'accord? Eh bien, avec cette notion donc c'est la notion de racisme, d'État intégral de Gramsci, que tu as bien défini, effectivement, Gramsci dit que, en fait, qu'est-ce qui fait la permanence du pouvoir bourgeois? Qu'est-ce qui fait à travers quand même plusieurs siècles? Et pourquoi c'est si difficile? Pourquoi il est si difficile à combattre? C'est qu'il dit que la bourgeoisie, elle a su créer un lien entre elle, entre ses intérêts à elle, la société politique et la société civile. Et donc il dit, l'État, c'est ça. On ne peut pas dire que l'État, c'est que l'État et ses institutions, sa police, son administration ou son armée, ou ses appareils idéologiques. L'État, c'est pas que ça. L'État, c'est l'État. L'État, c'est ça, plus la société politique, plus la société civile. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, c'est nous tous. Hein, et ça, c'est ce qui m'a permis, moi, de réfléchir précisément à pourquoi le racisme est permanent et pourquoi il est pérenne. Eh bien, tout simplement, en reprenant la définition de Gramsci et en l'articulant à la question raciale, donc en proposant l'idée d'État racial intégral, eh bien, je remonte l'histoire, effectivement, dans la première partie, et je mets en évidence que si le racisme est permanent, s'il est structurel, donc pour répondre à la question est-ce qu'il est structurel, est-ce que ça signifie structurel et systémique, c'est qu'il est une coproduction. C'est qu'en fait, effectivement, l'État dominé par la bourgeoisie, parce que l'État n'est pas nécessairement et en tout temps dominé par la bourgeoisie, mais l'État capitaliste, depuis le début, a toujours été dominé par la bourgeoisie, donc c'est-à-dire que c'est elle qui garde son hégémonie à l'intérieur de l'État, mais il ne lui appartient pas totalement. Il est hégémonique. La bourgeoisie est hégémonique au sein de l'État. Donc cette bourgeoisie, eh bien, elle a su créer un lien organique, je dis bien organique, avec la société politique, notamment celle à qui elle est opposée dans la lutte des classes. Elle a su donc créer un lien organique avec les organisations d'opposition de classe, c'est-à-dire la société politique. En France, je dirais le Parti socialiste ou le Parti communiste en particulier, et les syndicats. Et un lien organique avec le citoyen lambda, c'est-à-dire la société civile. Si donc on reprend donc la cohérence de la proposition de Gramsci, si le racisme est structurel, s'il est permanent, c'est parce qu'en fait, il est une collaboration de l'État, de la société politique et de la société civile, à savoir que la société politique en particulier, elle a trouvé son intérêt à une collaboration de race avec la bourgeoisie contre le tiers-monde. En fait, c'est parce que l'État racial dont on parle est un État impérialiste, la France est un État impérialiste, qui, pour ne pas perdre, parce qu'elle a préservé son domaine colonial, même après les indépendances, elle a su créer un lien d'intérêt. En fait, quand je dis un lien organique, c'est un lien d'intérêt avec le prolétariat français. Mais qu'est-ce que le prolétariat gagne là-dedans? Une part de la rente impérialiste. Une part de la rente impérialiste. Et donc, ce prolétariat est nécessairement... Et donc, en fait, ce prolétariat s'est laissé nationaliser. C'est ça donc que je démontre dans le livre, c'est qu'il s'est laissé nationaliser, notamment le Parti communiste. En se laissant nationaliser, il accepte le pacte racial au détriment de son internationalisme revendiqué. Parce qu'en fait, officiellement, il est internationaliste, parce qu'en fait, il est peuple, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, mais dans les faits, c'est pas du tout ce qui se passe. Dans les faits, il s'est uni avec la bourgeoisie. Et entre lui et la bourgeoisie, il y a réellement une lutte des classes. Évidemment qu'il essaye d'avoir une part à travers la lutte des classes, ce qu'on appelle le salaire, les indemnités, le chômage, tout ce qu'on veut, la retraite en France, voilà. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'en France on appelle les acquis sociaux et que moi j'appelle le privilège blanc. C'est-à-dire que le privilège blanc, je ne veux pas le réduire à des individus. Je ne prends pas un individu, je dis cet individu est un blanc privilégié. Ce n'est pas la question parce que ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, le privilège collectif de la classe ouvrière européenne, elle s'est faite parce qu'il y a eu collaboration de race. Et donc, cette structure, elle a accouché d'un peuple à son image. C'est-à-dire un peuple national,
est évidemment produit par 400 ans de racisme. Et donc, mais un racisme qui n'est pas simplement, c'est pas des idées en l'air. C'est en fait que c'est ce lien organique entre la société politique, la société civile et la bourgeoisie qui fait que, en fait, les blancs sont blancs. Ils sont blancs parce que produits par une histoire qui leur permet d'avoir un intérêt à être blanc et surtout à le rester. Et donc à se battre pour le rester. Donc en fait, pour revenir en arrière, donc en fait, l'État racial intégral, donc dans la première partie que j'ai intitulée le pessimisme de la raison, bah, évidemment, parce que quand on comprend la manière dont est produit le racisme et comment il se reproduit, eh bien, on voit bien que ça va être très très dur de le combattre. Voilà. Donc, première partie, pessimisme de la raison, et évidemment, deuxième partie, toujours inspiré par Gramsci, l'optimisme de la volonté, mais ça, c'est pour l'action politique. Alors, juste une dernière chose sur la question de l'État intégral, parce que c'est important. C'est pas parce qu'il y a collaboration des trois entités, État, bourgeois, société politique et société civile, qu'il y a une égale responsabilité. Je considère que la bourgeoisie, que l'État bourgeois, que la bourgeoisie qui domine l'État plutôt, est la principale responsable du racisme, est la principale responsable. Tous les autres sont responsables à leur échelle, mais c'est surtout la bourgeoisie qui est responsable pour la simple et bonne raison que c'est elle qui en ramasse, qui en récolte les plus grands bénéfices, et c'était elle qui, dès le départ, a structuré les choses de telle manière à ce que ça se passe comme ça. Mais avec, encore une fois, l'aide et la collaboration des autres instances. Alors, dans la seconde partie de ton livre, tu proposes une alliance entre les deux classes politiques subalternes, le prolétariat blanc et le prolétariat indigène. En d'autres termes, les beaufs et les barbares. Tu parlais déjà d'amour révolutionnaire dans ton ancien bouquin, d'un grand nous, du dépassement de la race et de son abolition. Il y avait donc déjà une idée d'union et d'un pari du nous dans ton premier bouquin, non ? C'est pas quelque chose de nouveau, donc. Ah bah ça, c'est bien que tu le dises, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en aperçoivent que c'est pas nouveau, parce qu'effectivement, les deux titres, vers une politique de l'amour révolutionnaire ou le pari du nous, en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Ça veut dire exactement pareil. Ça veut dire, en fait, là, je le dis vers une politique de l'amour révolutionnaire, disons que je le dis de manière poétique. Le pari du nous, je le dis de manière littéraire, mais quand on est bassement matérialiste, on dit construction d'un bloc historique. Ce qui est très moche. Donc je préfère largement une politique de l'amour révolutionnaire ou le pari du nous, mais concrètement, si on veut parler dans un langage, disons, marxiste, c'est la construction d'un bloc, ou dans un langage décolonial, une majorité décoloniale. La majorité décoloniale, c'est ce que nous, on a toujours proposé au sein du Parti des indigènes, par exemple. Effectivement, la lutte anti-impérialiste à l'intérieur d'une puissance impérialiste nécessite une action politique qui consiste à créer une hégémonie, donc au sens gramscien. Et l'hégémonie, c'est le fameux bloc historique, ça veut dire une alliance des exploités. Bon. Sauf que, comme je l'ai démontré, comme beaucoup le savent ici dans cette salle, c'est qu'en fait, les exploités ont ça en commun qu'ils sont tous exploités. Évidemment, les non-blancs en France sont exploités, et sont même très exploités. Et les blancs, le prolétariat blanc, classes les plus basses ou les classes moyennes, on est tous exploités à un niveau ou à un autre. Bon, on est tous des exploités. Simplement, on a à cause de la création, de la formation de l'État racial intégral, eh bien, nous ne faisons pas partie, malgré tout, des mêmes catégories, à cause de la race, à cause du racisme. Donc, en fait, il y a un conflit de race, et donc un conflit d'intérêts à l'intérieur du grand prolétariat. Sachant qu'il y a d'autres conflits. Hein, je veux dire, il y a aussi à l'intérieur des distinctions qui font qu'il y a, je sais pas moi, les fonctionnaires n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que les gens qui travaillent à l'usine. Bon voilà, ça c'est d'autres formes de conflictualité. Mais moi, je m'attaque essentiellement à la conflictualité de race, donc à cette opposition de race. Et donc là, toute la problématique, elle consiste à essayer de réfléchir à comment on unit des gens, des catégories qui n'ont pas intérêt à s'unir. Alors quand je dis qu'ils n'ont pas intérêt, immédiatement. Dans l'immédiat, autant nous, les indigènes, on comprend notre intérêt à nous unir au prolétariat blanc, autant les blancs, ils n'ont pas spécialement envie. Tout simplement parce que, encore une fois, il s'agit d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, pour que les blancs, au sens
tendancielle du terme, je ne parle pas encore une fois des individus, mais pour qu'un grand nombre de Blancs acceptent d'aller ou de participer à un projet qui abolisse le privilège blanc et la race, eh bien, il faudrait envisager avec eux quelque chose qui soit désirable. Mieux que la race, mieux que d'être blanc. Ben ça, il faut se lever très tôt le matin. Très très tôt le matin pour envisager quelque chose qui soit mieux que d'être blanc. Voilà. Et donc, c'est pas une mince affaire, c'est même quelque chose de très très dur. Très très dur. Et on n'est pas les premiers à vouloir le dépassement de la race. Je veux dire, il y a tellement de gens qui ont lutté bien avant nous, beaucoup aux États-Unis, beaucoup les Noirs, ils se sont affrontés à des systèmes tellement durs, tellement iniques, tellement structurés et tellement impitoyables qu'il faut se rendre compte que c'est pas du tout une mince affaire. Ça, faut pas se leurrer là-dessus. Et on va pas en finir avec le racisme comme ça, pas du tout. Et on en finira d'autant moins que nous vivons un moment compliqué, un moment très sensible, qui est le déclin de la blanchité à l'échelle mondiale. Donc le déclin de l'Occident, qui est une bonne nouvelle, je veux dire, c'est une bonne nouvelle, bon, en soi, eh bien c'est en même temps une très mauvaise nouvelle. C'est ça qui est compliqué à dire et à expliquer, c'est que le moment où le monde blanc décline, c'est le moment où ils sont les plus dangereux. C'est le fascisme. C'est le fascisme, voilà. Et donc là, c'est là où il faut être sensible à tout ce qui se passe dans une société. Moi, je le suis par rapport à la France. Et quand, par exemple, il y a une blanchité molle de gauche, mélenchoniste, qui se lève, dite islamo-gauchiste, eh bien, quand on sait que derrière, il y a le fascisme, eh bien, malgré tout, on est quand même content. Je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents, qui sont mécontents, que ça va pas assez loin, et on est content. On est évidemment tout à fait conscient de ça. Il n'en reste pas moins que, vu les tensions qui arrivent, les grandes tensions, voire des guerres, il faut plus que jamais à la fois réfléchir en tant que non-blanc, toujours à l'auto-organisation, parce que en l'état actuel des choses, on ne peut pas faire confiance à la gauche telle qu'elle existe, parce qu'elle n'est pas transformée. C'est-à-dire que c'est une gauche qui, même si elle progresse, reste blanche, c'est-à-dire qu'elle elle continue d'être une gauche nationale, elle continue de ne pas comprendre les enjeux de l'impérialisme, elle continue de ne pas vouloir en finir radicalement avec l'impérialisme, c'est-à-dire que la gauche française, même islamo-gauchiste, elle est fière de la puissance française. Mais ça, c'est un trait des gauches blanches. Alors, ce n'est pas le cas, attention, quand je parle bien de la gauche réformiste, en France, il y a une gauche anti-impérialiste, il ne faut pas exagérer, je veux dire, il y a une extrême gauche qui, elle, est vraiment anti-impérialiste, avec ses limites, mais quand même, on ne peut pas tout confondre, on ne peut pas tout niveler et dire que toutes les gauches blanches se ressemblent. Hein. Faut faire des distinguos. Donc je dis que, quoi qu'il en soit, donc nous, de notre point de vue, dans ce contexte-là, on doit toujours penser à réfléchir à l'auto-organisation et à une force propre, une force décoloniale propre, et il faut toujours réfléchir à l'alliance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait jamais l'un sans l'autre. Toujours l'auto-organisation, et en même temps réfléchir à élargir et à faire une politique d'alliance avec tout ce que la gauche blanche contient de courants qui veulent bien réellement lutter à la fois contre le racisme et contre le fascisme. Et donc, voilà. D'accord. Avant de parler de la possibilité d'union entre beauf et barbare, j'aimerais revenir sur ce qui divise. Et un de tes premiers constats que j'ai trouvé intéressant, tu parles de l'indifférence des Blancs. Et je veux dire tous les Blancs par là, bourgeois comme les classes populaires, au racisme et aux guerres impérialistes. Et en fait, il y a un aparté que je souhaiterais lire, pour ceux qui n'ont pas le livre. Alors, tu sors d'un débat et il y a une femme d'une quarantaine d'années de gauche qui t'interpelle et qui te dit « Madame Boutelja, on vous connaît et on a bien compris que vous vous foutiez du sort des homosexuels. À la limite, c'est votre droit, mais il y a une question à laquelle vous ne pouvez échapper moralement. C'est celle de nos enfants. Vous pouvez être contre le droit des homosexuels,
pérorer sur l'homosexualité comme phénomène occidental. T'as jamais dit ça. Il n'en reste pas moins qu'il y a des enfants en jeu. Savez-vous ce qu'il en coûte à un enfant d'avoir 2 mamans ou 2 papas? Savez-vous ce que c'est un enfant de 8 ans de supporter les colibés et les moqueries de ses camarades de classe? Je vous en veux pour ça et je tenais à vous le dire. Et toi, tu lui dis, je peux vous poser une question? Oui. Savez-vous s'il y a des enfants au Mali? Elle est un peu choquée et tu répètes ta question, savez-vous s'il y a des enfants au Mali? Elle te répond, je ne comprends pas le sens de cette question, évidemment qu'il y a des enfants au Mali. Et là tu réponds, vous pensez savoir qu'il y a des enfants au Mali, mais moi je prétends que ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants au Mali. Parce que voyez-vous, je vous ai observé pendant de longs mois, vous, la France qui aime ses enfants. J'ai observé la confrontation des 2 Frances blanches pendant le débat sur le mariage pour tous. La France conservatrice contre la France progressiste. La France de droite, de l'extrême droite, contre la France de gauche et de l'extrême gauche. La France réactionnaire contre la France humaniste. La France humaniste, celle à laquelle vous vous identifiez, madame. J'y ai vu la mobilisation de part et d'autre de puissantes énergies et de puissants affects, de l'ardeur et de la foi. Cela a duré plusieurs mois, mais savez-vous que François Hollande a déclaré la guerre au Mali justement pendant cette période? Non, je ne me souviens pas, elle te répond. Moi, je me souviens. Et vous saviez pourquoi? Parce que je sais qu'au Mali, il y a des enfants. Et savez-vous combien de manifs ont été organisés pour la guerre, pour dénoncer cette guerre? Ah non, je me suis trompée. Et savez-vous combien de manifs ont été organisés par la gauche pour dénoncer cette guerre? 0. Vous ne le savez pas non plus parce que la gauche à laquelle vous appartenez et qui aime ses enfants, tout comme la droite d'ailleurs, ne sait pas qu'il y a des enfants au Mali. Parce que si elle le savait, elle s'indignerait. Elle s'indignerait aussi pour ses enfants tués ou rendus orphelins par de sales guerres françaises. Donc lorsque vous dites que vous savez qu'il y a des enfants au Mali, vous mentez. Eh bien moi, madame, je vous apprends une chose. Je suis comme vous. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants au Mali. Et moi, je ne sais pas que vous avez des enfants. Comment pourrais-je m'en soucier alors que je ne sais pas qu'ils existent? Et après, tu dis plus loin, il y a en elle la possibilité d'une sœur, c'est pour ça que je suis méchante avec elle, elle m'empêche d'aimer ses enfants. Donc, les Blancs se permettent ce type d'injonction alors que tout leur mode de vie est construit sur la misère et la destruction des populations du Sud, dont leurs enfants notamment. Et toi, tu refuses de montrer... Enfin, c'est ce que je vois. Tu refuses de montrer patte blanche et de te justifier. Et tu rétorques avec dignité « et nos enfants à nous ». Mais qu'est-ce qui t'empêche, en fait, d'aimer ces enfants? Alors, le chapitre en question, le titre, c'était « Les Blancs aiment-ils les enfants ?» Voilà. Et je commence effectivement par cet aparté, ce qui était une anecdote que je raconte, effectivement. Mais parce qu'en fait, dans le premier livre, j'avais beaucoup insisté sur ce que j'ai appelé la bonne conscience blanche. Et donc, c'est ce qui sert de bonne conscience disons, à la blanchité de gauche, et comme support théorique et même affectif à leur aveuglement par rapport justement à l'impérialisme. Alors moi, quand je réponds ça à cette femme-là, c'est qu'en fait, je refuse de me soumettre à cette bonne conscience. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive, elle me parle de ses enfants. Et effectivement, moi, je me souviens très très bien que pendant donc ce que je raconte, effectivement, le fait que la France... D'abord, la France est toujours en guerre. Là, en l'occurrence, pendant le débat sur le mariage pour tous, elle a déclaré la guerre au Mali. Et j'ai été choquée à cette période-là de voir cette mobilisation de toute la France, des 2 Frances, ce que j'appelais les 2 Frances de gauche et de droite, pendant 6 mois, mais avec une ardeur incroyable, donc pour l'histoire du mariage pour tous. Et donc, dans leurs histoires, il y avait la protection. Alors, peu importe les raisons qui les mobilisaient, toujours est-il que de part et d'autre, ils disaient c'est pour nos enfants, on aime nos enfants. Bon, très bien. Eh bien, la guerre est déclarée au Mali, il n'y a pas une manifestation contre la guerre au Mali, alors que les manifestations pour le mariage pour tous, pour ou contre, peu importe, elles ont duré 6 mois et c'était des dizaines de milliers de gens dans la rue. Bon, alors c'est ça que j'appelle l'indifférence. L'indifférence. Gramsci dit « je hais les indifférents ». C'est ça que j'appelle l'indifférence. Et donc, elle, quand elle m'interpelle, donc avec sa bonne conscience, parce qu'elle s'imaginait que la notion m'interpeller par rapport aux enfants, c'était
l'argument massif contre moi. Moi, je lui dis, mais j'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que moi, je sais que vous en avez rien à foutre des enfants des autres, vous en avez rien à foutre des gens, des enfants du tiers-monde. Alors, c'est pas le fait de mourir dans le tiers-monde. Moi, c'est pas ça ma question. Parce que là, ce serait une question morale. C'est les gens qui meurent à cause de nous. C'est ça qui, moi, c'est là le cœur de mon engagement. C'est que moi, je suis dans le Nord, je suis blanchie, et je partage la responsabilité de ce qu'on fait dans les pays du Sud. C'est nos États, des États qui me nourrissent, en fait. Bon, donc c'est ça, ma responsabilité morale, elle est là. C'est pas le fait qu'il y ait des gens qui meurent dans le monde. Ça, c'est pas mon problème. Des gens qui meurent à cause de nous. Donc, des gens qui meurent à cause de nous. Donc, elle arrive avec ses histoires d'enfants. Moi, je lui dis, et les enfants des autres. Donc, en fait, je refuse de me soumettre à sa bonne conscience, parce que elle, pour elle, c'est le sommet de la bonne conscience. Quand elle arrive vers moi avec son argument de... Ah ben non, je lui montre qu'en fait, elle est très loin du compte. Et qu'en fait, c'est une petite blanche. T'es une blanche, en fait. Voilà. Et tu te situes parfaitement là où tu es. Là, tu ne t'es pas mobilisée pour la guerre contre le mal. Elle l'aurait fait. Les choses sont complètement différentes en ce qui me concerne moi. Parce que moi, je suis ni pour ni contre les droits LGBT. C'est pas en fait, ce n'est pas mon problème. Moi, d'un point de vue décolonial, je ne veux pas aider les Blancs, c'est-à-dire les gens de l'intérieur de l'État-nation, à avoir plus de droits au détriment, encore une fois, de la fin de l'impérialisme. Moi, c'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est d'abord de mettre fin à l'impérialisme et ensuite de réfléchir tous ensemble à comment on améliore le sort de l'humanité générique. Pas simplement ceux qui sont à l'intérieur et qui profitent de cet état de fait. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de détruire, mais vraiment détruire, idéologiquement en tout cas, cette bonne conscience, parce que c'est cette bonne conscience qui nous empêche en fait d'aller plus loin et d'aller au cœur du sujet en fait. Parce que si elle n'était pas habitée par sa bonne conscience, qui en fait, c'est une bonne conscience qui est en fait très intéressée, parce que si elle se contente de cette bonne conscience, c'est parce qu'elle sert ses intérêts concrets. Donc moi, ce que je dis, c'est que à partir du moment où on a ce débat, c'est pour ça qu'il faut un débat franc et clair avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi notre programme qu'on a en commun? Est-ce que oui ou non, on est prêt à s'engager dans une lutte contre les intérêts français? Mais quand on dit les intérêts français, c'est les intérêts des élites de la grande bourgeoisie. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à nous dissocier de leurs intérêts pour ensuite réfléchir à comment on crée de nouvelles relations, un nouveau type de relation avec l'humanité générique. Parce que, en ce qui me concerne, je considère que tous ceux qui font partie des États capitalistes avancés, donc les États impérialistes, eh bien, ne font pas partie de l'humanité générique. Ils s'en sont coupés. Ils se sont coupés. Et en même temps, ils ont ce rêve de vouloir en faire partie. Et moi, je dis, il faut choisir. Soit on est, et je me mets dedans encore une fois, c'est pas la blanchité, c'est un rapport social, c'est un rapport de pouvoir. Donc je me mets dedans. C'est-à-dire que c'est à moi que je suis la première personne à qui j'impose l'exigence de me défaire de la blanchité pour revendiquer la fraternité avec le reste de l'humanité. Mais moi, en l'état actuel des rapports de force réels, je ne suis pas capable et je n'ai pas le droit de dire mes frères africains. Je n'ai pas le droit. Parce qu'il faut au préalable poser une politique anti-impérialiste. Et en fait, en réalité décoloniale. Il faut s'engager dans cette politique. Quand on s'engage et qu'on crée un territoire, ce qu'on a essayé de faire avec le Parti des indigènes de la République, à partir de là, on peut commencer à envisager de dire frères et sœurs avec le reste de l'humanité. Parce qu'on a au moins posé un acte politique. Mais ceux qui ne le font pas, qui, comme cette femme-là, elle va manifester pour avoir des droits, le mariage pour tous par exemple, sans l'articulation, et je dis bien toute lutte progressiste, si elle n'est pas articulée avec une lutte anti-impérialiste, c'est une lutte nationale. Ça veut dire qu'en fait, dans les faits, c'est de l'homonationalisme. Le féminisme qui cherche par exemple à améliorer, je sais pas moi, les salaires des femmes, parce qu'il y a une inégalité homme-femme, mais ça veut dire qu'il y a une inégalité entre les hommes blancs et les femmes blanches. J'en ai rien à foutre. C'est toujours pareil. Est-ce que le féminisme est anti-impérialiste ou pas? S'il ne l'est pas, c'est du fémonationalisme. Donc moi, je combats ça. Je le combats. Je ne suis raccord
qu'avec un féminisme anti-impérialiste. Et d'ailleurs, on l'a toujours dit aux indigènes de la République depuis le début, quand on manifestait et qu'on allait on allait aux manifestations féministes, ça nous est arrivé. Notamment quand, dans les années 2010, je me souviens, les féministes, il y avait des grandes marches féministes en solidarité avec les Iraniennes, ou avec les Afghanes, ou que sais-je, eh bien, nous, on sortait nos banderoles et on disait « pas de féminisme sans anti-impérialisme ». Et surtout, on ne choisit pas les femmes avec lesquelles on est solidaire. C'est toujours pareil. Là, par exemple, il y a une tendance du féminisme hégémonique, et encore une fois, je ne mets pas toutes les féministes dans ce sac-là, parce qu'il y a des féministes anti-impérialistes, il y en a qui sont antiracistes, c'est un fait en France, mais le féminisme hégémonique, celui qui organise ce genre de manifestation, eh bien, il est bizarrement, il est toujours soutien des femmes, des pays qui sont en opposition avec les intérêts français. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec les familles iraniennes, parce que l'Iran est opposé aux intérêts français. Je ne dis pas que l'Iran, c'est un État sympathique, c'est pas ça la question. Je dis il faut comprendre les raisons qui poussent certaines féministes plutôt à choisir telle femme ou telles autres. Par exemple, on a rarement vu des manifestations pour soutenir les femmes palestiniennes, par exemple, en tant que féministes. Mais par contre, pour les Afghanes et pour les Iraniennes, alors là, oui, mais il se trouve que ça correspond à la propagande de l'État. Donc là, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, c'était un peu de la rigolade, mais c'était de la taquinerie, mais quand même. Je me souviens que pendant ces manifestations-là, on a poussé le vice jusqu'à dire, puisque vous soutenez les Iraniennes, eh bien nous, on a fait des tracts où on a dit que nous, femmes indigènes de France, on était solidaires des Suédoises. Des Suédoises, des Italiennes, des Américaines, des Finlandaises. Et on leur a dit, mais parce que on n'a pas fini avec le patriarcat en Europe, pourquoi vous allez vous occuper des autres alors qu'en fait, les femmes, non seulement elles se font tabasser en France, mais en Europe en général, elles sont moins payées, les retraites c'est pareil, les viols, en veux-tu, en voilà. Donc nous, on est solidaires de vous. Merci, voilà. Là, tu as parlé de l'indifférence des Blancs. Je souhaite aller de l'autre côté et parler de la générosité des indigènes. Parce que je vois que tu fais preuve, toi, dans ton bouquin, de générosité, parce que tu essayes de comprendre les affects des petits Blancs et tu proposes une stratégie politique à la gauche qui elle-même n'arrive pas, en fait, elle n'est pas capable de comprendre et mobiliser ces mêmes petits Blancs. Comment toi, en tant qu'indigène, qui est séparé par la race avec ces petits Blancs, tu puisses les comprendre? Moi, je comprends les petits Blancs parce que je ne suis pas raciste. C'est-à-dire qu'en fait... quand je dis je ne suis pas raciste, je le dis avec force. Parce que quand on vit dans une société structurée racialement, on est tous atteints par le racisme, en fait. Et on l'est tous, peu ou prou. Qu'on soit indigène ou pas indigène. D'ailleurs, les indigènes sont racistes, en fait. Les indigènes sont racistes. Les non-blancs sont racistes. Bon, ils sont traversés par toutes les tares des sociétés hétérosexistes et nationalistes, donc, dans lesquelles nous sommes élevés. Et quand je dis que moi, je ne le suis pas, je le dis avec force, mais je le dis avec certitude. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, c'est les actes politiques qui disent ce qu'on est. Moi, je fais partie du mouvement décolonial, et à ce titre, j'ai mené avec tous mes frères et sœurs de lutte une vraie politique radicalement antiraciste. Donc c'est dans ce sens-là. Je parle rarement de moi en tant qu'individu. C'est notre collectivité décoloniale qui fait que je peux prétendre que nous ne sommes pas racistes et que justement on propose une vraie alternative au racisme. Et si de là où je suis, et donc ça ne concerne pas tous les indigènes, parce que je dis que les autres indigènes, ceux qui ne sont pas dans la lutte antiraciste, eux, en général, ils sont traversés par toutes les tendances néfastes de la société. Et les indigènes de France sont vraiment racistes. Je veux dire, au sens où, par exemple... alors, racistes, c'est pas qu'ils votent extrême droite, c'est pas ça que je veux dire. Mais par exemple, ils vont
à cause de leur intégrationnisme, à cause de leur volonté de respectabilité et de s'intégrer dans la société française, et donc au final de devenir blancs, eh bien c'est les premiers à vouloir fermer la porte derrière eux, derrière les Roms, derrière les migrants, etc., etc. Ça, on est déjà intégré dans le racisme, sans parler du racisme intracommunautaire, les Arabes qui n'aiment pas les Noirs, les Antillais qui n'aiment pas les Africains, les Arabes qui n'aiment pas les Juifs, enfin bref, tous ces trucs-là. Bon. On est très abîmés. Et donc, on est très blanchis, comme tout le monde. Bon. Alors, moi, quand je dis que je ne le suis pas, et c'est pour ça que je comprends les Blancs, c'est parce que je sais que les Blancs, quels qu'ils soient, sont des produits de leur histoire. Il n'y a pas une génétique blanche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont les produits de leur histoire. Ils sont blancs et ont intérêt à l'être parce que ils ont été produits par l'État racial intégral. Bon, ça, il faut déjà le voir. Déjà, ne pas les réduire à leur blanchité et à quelque chose qui serait une essence, ça, c'est déjà un premier pas important. La seconde chose, c'est qu'en fait, on vit, nous, en France, ou ici en Suisse, on vit bien, on se mélange, on vit ensemble. Parfois, on se marie, parfois, on a des enfants ensemble. Je veux dire, on a une expérience sociale des Blancs et des petits Blancs. Et on peut pas, et les Blancs ou les petits Blancs ne sont pas que des Blancs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est autre chose, bien entendu, que leur humanité, elle déborde. C'est pas simplement, ils ne sont pas réductibles à ça. Et enfin, dernière chose, quand on pense que la blanchité a été faite par l'histoire, eh bien, on pense en même temps que la blanchité peut être défaite par l'histoire, et donc par les luttes. C'est-à-dire que la blanchité n'est jamais quelque chose de figé. Alors, je dis à la fois que c'est quelque chose de structurel, mais ça n'est pas figé et ça n'est pas ontologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la bataille, c'est les rapports de force, c'est la transformation des cadres, et donc là, en l'occurrence, la lutte contre l'État racial intégral, qui va transformer les Blancs. Donc ma question, c'est comment on transforme les Blancs, et en particulier les petits Blancs, qui à la fois sont dans une espèce d'ambivalence, et qu'à la fois, ils ont, dans l'immédiat, intérêt à rester Blancs, c'est-à-dire c'est eux qui le plus veulent une séparation nette entre les Blancs et les indigènes, parce que c'est eux qui sont les plus proches de la condition indigène. Et en même temps, dans un avenir, dans le moyen terme, ils vont être sacrifiés par la bourgeoisie blanche. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement en France, la question des retraites, depuis la crise de 2008, les gilets jaunes, la manière dont l'État, qui jusqu'ici ne frappait que les indigènes, là, il s'est mis à s'abattre sur les Blancs. C'est qui les Blancs? C'est les petits Blancs, c'est pas n'importe quel Blanc. C'est une fraction du prolétariat français, c'est pas n'importe quel. Donc on sent que les classes dirigeantes, elles sont prêtes à les sacrifier. Donc en fait, autant dans un avenir proche, très immédiat, ils ont toujours intérêt à rester blancs, parce qu'il y a encore l'État racial intégral et encore un État qui distribue, et encore un État social. De moins en moins, mais il l'est toujours. Donc en fait, les Blancs, ils ont encore intérêt à rester blancs. Mais en même temps, dans un avenir proche, ils vont être sacrifiés. Donc nous, c'est là qu'on doit s'engouffrer. C'est là qu'il faut comprendre les enjeux des alliances. Et c'est là qu'il faut proposer une alternative. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, vous allez être sacrifiés. C'est clair. Parce qu'en fait, la bourgeoisie, elle n'a rien à foutre. Hein. Je veux dire, alors il faut quand même aussi savoir une chose, c'est que autant la bourgeoisie, elle sait qu'elle a besoin du peuple légitime blanc pour asseoir sa domination, elle a besoin d'eux, mais autant, alors, elle ne fait pas de différence en termes d'affect. Des petits blancs ou les indigènes, elle en a rien à foutre, la bourgeoisie. L'essentiel, c'est que les uns lui soient utiles. Mais s'ils lui sont plus utiles, ou si cette part du prolétariat l'empêche de continuer à faire des profits, parce que c'est là la question véritable, si ces gens qui demandent toujours des salaires importants, leur retraite, et je sais pas quoi, c'est des emmerdeurs pour la bourgeoisie, et ça grignote dans les marges de profit, eh bien, si, à cause d'eux, elle va perdre ses profits, elle va les sacrifier. Même si, de mon point de vue, c'est un mauvais calcul. Parce que perdre la masse blanche, il n'y a plus que deux solutions. Fascisme ou révolution. Hop, hop, hop. Donc en fait, il y a un risque ici. Il y a un risque. Et en réalité, ils savent aussi, la bourgeoisie qui est en train de sacrifier ces classes prolétaires, elle sait qu'elle va pouvoir compter sur les affects nationalistes et blancs, et le suprémacisme blanc. C'est pour ça qu'elle est prête, peut-être, à aller jusque-là.
Mais il y a quand même un mais, parce qu'en France, par exemple, les luttes sociales sont très fortes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un espoir. Et moi, je pense que c'est par rapport à ce petit espoir, parce que je suis pessimiste, mais je pense que c'est par rapport au fait qu'il y a encore des luttes sociales qui sont fortes, encore une conscience de classe qui est forte, et une conscience antiraciste, disons, de plus en plus importante, qu'il faut que nous, des coloniaux, on joue nos cartes. Ouais, c'est intéressant parce qu'à chaque lutte sociale, on voit que directement après, on retourne le regard sur... On tape sur les musulmans, on dit que c'est à cause des musulmans, on met en place des... On parle du terrorisme, etc. Et comme ça change un peu le regard des petits blancs et ils retrouvent en dignité, en quelque sorte, non ? En fait, oui, les classes dirigeantes, elles savent jouer sur ces affects-là. Mais par exemple, avec les Gilets jaunes, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est ce que j'explique aussi dans le livre. En fait, les Gilets jaunes, en tout cas les petits blancs, qui étaient programmés par les élites, par les classes dirigeantes, à considérer que les quartiers, les musulmans, la banlieue, c'était leur ennemi principal. Et c'est vrai qu'ils sont programmés pour le penser. Parce qu'en fait, la propagande incessante depuis le 11 septembre contre les musulmans, contre les quartiers, etc., elle a pour fonction, parce qu'elle a une fonction, c'est de maintenir les petits blancs au plus haut niveau de racisme, pour empêcher toute forme de convergence. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que les classes dirigeantes, c'est elles, et c'est malheureux, qui ont la conscience de classe la plus aiguisée. Et ils ont toujours 10 trains d'avance. Et ça, ils le préparent bien à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, pour vraiment mettre un mur de feu entre les beaufs et les barbares, eh bien, eux, ils font en sorte que le niveau de racisme il soit le plus élevé possible chez les petits blancs. Pourquoi ? Parce que les petits blancs, et les blancs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont le produit d'une histoire, mais la blanchité n'est pas un fait figé. Ça se transforme. En fait, ils peuvent échapper à ce projet. Ils peuvent y échapper, en fait. Ils ne sont pas complètement acquis aux classes dirigeantes. Ils ne sont pas acquis complètement. Et avec les Gilets jaunes, on s'est rendu compte que si les Gilets jaunes sont parfaitement traversés par des sentiments racistes, c'est évident. Moi, il n'y a pas de doute sur le fait que ce qu'on appelait les Gilets jaunes et les classes prolétaires blanches sont tendanciellement racistes. Ça, le sujet, il n'est pas là. Mais il se trouve que le sentiment raciste n'a pas pris le dessus sur le sentiment insurrectionnel contre l'État. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, chez cette part qui s'est mobilisée, leur problème, c'était l'État, c'était les classes dirigeantes. Et ça, là, il y a eu quelque chose qui a déraillé et qui a fait flipper les classes dirigeantes. Donc là, effectivement, c'est toujours à ce moment-là qu'on nous sort une affaire, ou pas qu'on nous sort, parce qu'il ne faut pas non plus être complotiste. Il y a des vraies affaires de terror, il y a des vraies histoires de terrorisme, c'est pas la question. Mais il se trouve que l'État et ses appareils idéologiques, ils savent instrumentaliser le moment. Et quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, qui est arrivé après les Gilets jaunes et après la mobilisation du comité Adama, quand le comité Adama fait sortir, après l'affaire George Floyd, qui fait sortir 30 000 personnes, et c'est surtout des quartiers qui sont aussi. Donc, Gilets jaunes, pas acquis au racisme. Enfin, en tout cas, ayant pour cible l'État. Plus comité Adama, donc anti-racisme, qui vise aussi l'État. Là, en plus, encore un autre phénomène, à savoir que deux populations qui se sont fait tabasser par les flics et qui commencent à percevoir qu'ils ont des choses en commun, là c'est too much. Là, c'est too much. Donc, on comprend ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire l'instrumentalisation idéologique de l'affaire Paty. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un frein net à toutes les mobilisations. Là, ils ont su absolument instrumentaliser ce moment-là. Et effectivement, on se sépare et tout le monde rentre chez soi. C'est comme ça que ça se passe. Et bon, ça, il faut que ce soit du côté du comité Adama ou du côté des Gilets jaunes, ou de l'ensemble des militants et notamment de la gauche, et c'est là qu'il manque une vraie réflexion sur ce qu'est l'islamophobie, sur à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise, et comment justement politiser cette question-là au sein des populations qu'on atteint. C'est-à-dire que les syndicats, si les choses étaient bien faites, les syndicats, ils feraient ce travail de conscientisation, de politisation de la question de l'islamophobie. Les partis politiques le feraient également,
Et si on laissait le mouvement décolonial s'épanouir et s'organiser, il atteindrait aussi les gens pour leur expliquer qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça sert. Voilà. On n'en est pas là, malheureusement, mais malheureusement, c'est pas la priorité. Moi, je pense que ça doit devenir une priorité. Alors, pour ça, en fait, tu proposes donc de trouver une manière de relier ces deux classes subalternes et tu fais un constat dans ton chapitre « Rendre à Soral ce qui est à Soral ». Pour ceux qui ne savent pas, Alain Soral, c'est un polémiste d'extrême droite. Et en fait, il a quand même le mérite d'avoir réussi à regrouper et à relier ces deux classes subalternes qui sont séparées par la race, et en appuyant spécifiquement sur ce que tu appelles la masculinité subalterne. Ces deux populations subissent le féminisme hégémonique et se font taper dessus. D'un côté, on a le petit blanc dont l'identité, les modes de vie, la spiritualité et les solidarités ont été broyés par la modernité. Et de l'autre, on a l'indigène qui est exclu de l'État. Donc tout ce qui leur reste, c'est ce capital qui est la masculinité. Et qui est remis en question aujourd'hui par le féminisme hégémonique. Et en fait, je voulais savoir pourquoi est-ce que c'est important que tu aies mis en avant ce phénomène et comment considérer ce constat et en faire un projet politique et décolonial. Alors, je me suis intéressée à la figure d'Alain Soral parce que je propose une politique des beaufs et des barbares, et je trouve que lui, il nous a précédés dans cette politique des beaufs et des barbares, parce qu'il a réussi, effectivement, pendant de longues années, en France, à réunir, et c'était assez fascinant de suivre son parcours et de suivre surtout le public qui venait le voir. C'était un public constitué d'hommes, majoritairement des hommes, petits blancs et indigènes. Nous, on s'est beaucoup intéressé à ce phénomène-là parce qu'en fait, il rassemblait dans des salles immenses, ou en tout cas à travers ces vidéos, des milliers, des centaines de milliers de gens qui l'écoutaient ou qui se déplaçaient pour le voir. Donc c'était ces deux populations de beaufs et de barbares, hommes. C'est pas rien parce que personne n'est capable de faire ça. Personne n'est capable de faire ça. Alors moi, je me suis beaucoup intéressée à lui, j'ai beaucoup écrit sur lui même par le passé. Et il faut rendre à Soral c'est à Soral parce qu'il est le premier à l'avoir fait, à avoir réussi. Donc la question c'est de savoir pourquoi le reste du champ politique ne réussit pas à faire ce que lui il a réussi à faire. Eh bien lui il a réussi à le faire sur la base d'affects très négatifs. Il a réussi à les sensibiliser parce qu'il a réussi à atteindre chez eux des points sensibles qui sont autant d'affects négatifs produits du nationalisme. Alors, 1, l'antisémitisme, 2, le masculinisme, 3, le nationalisme. Donc le fait de galvaniser le nationalisme, le drapeau bleu-blanc-rouge, la France. Et en fait, il faut s'interroger, parce que si on veut combattre un phénomène, il faut s'interroger sur les raisons de sa réussite. Et effectivement, on se rend compte que ce sont les populations qui sont les plus méprisées d'une part, mais dont tout le monde se fout. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche ne cherche pas à atteindre ces populations, ou en tout cas, si elle cherche à les atteindre, c'est avec un discours complètement abstrait qui ne les atteint jamais, précisément parce que, par exemple, le féminisme, c'est important, la lutte féministe, elle est importante, et moi je parle du féminisme matérialiste, au sens où ce que nous combattons, c'est-à-dire l'État-nation impérialiste, a toujours été un État-nation hétérosexiste. En fait, c'est bien cette structure-là que le mouvement décolonial combat. C'est-à-dire que l'hétérosexisme fait partie de ce que nous, on veut combattre. Bon, ça, c'est une chose. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'effectivement, donc en France, on mène des luttes féministes qui sont très très loin de ce que je suis en train de dire, hein, mais en tout cas, il y a une cohérence à mener une lutte
féministes en France à cause de la structuration hétérosexiste de l'État. Donc ça, jusqu'ici, il n'y a pas de problème, parce qu'effectivement, les femmes sont une catégorie exploitée. D'accord ? Il n'en reste pas moins que ce féminisme-là, il est complètement aveugle à des angles morts du genre. Et le genre, alors tu me posais la question de savoir comment j'arrive aux blancs, comment j'arrive à comprendre les blancs, ou en tout cas à avoir de l'empathie. C'est d'abord parce que j'ai commencé à avoir de l'empathie pour les hommes de chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais très bien c'est quoi le problème avec les hommes de chez nous. C'est-à-dire que moi, je ne confonds pas un homme indigène avec un bourgeois indigène. En fait, la masculinité, ça suffit pas de dire il faut lutter contre le patriarcat pour trouver une solution. Parce qu'en fait, on ne peut pas considérer que tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, gagnent les mêmes dividendes du patriarcat. En fait, non. Et moi, ma thèse, c'est que les hommes indigènes, non seulement ne sont pas des bénéficiaires du patriarcat, dans les faits, mais en plus, alors, ils le reproduisent, ça c'est une autre chose, mais est-ce qu'ils en bénéficient ? Certainement pas. Et surtout, je dis, ils en sont victimes. Et ils sont victimes du patriarcat blanc. Et là où ils sont, c'est important pour nous de comprendre la notion de masculinité non hégémonique. Voilà. Alors, par exemple, là, je suis obligée d'expliquer longtemps pour en arriver à Soral, parce que les choses sont très, très compliquées. Les hommes indigènes, contrairement à la vulgate féministe, qui considère que les femmes indigènes sont opprimées par les hommes indigènes, et donc elles sont les victimes ultimes, nous, femmes décoloniales, nous disons c'est faux. C'est un pur mensonge et ça ne résiste à aucune analyse matérialiste. Pourquoi ? On va prendre la ligne raciale, elle est là. En haut, il y a la bourgeoisie blanche. Ensuite, il y a les femmes bourgeoises blanches, les bourgeois blancs, les bourgeoises blanches, les prolétaires blancs, les prolétaires femmes blanches. Donc là, jusqu'ici, les femmes sont toujours en dessous des hommes. Pas de problème, c'est comme ça que fonctionne le patriarcat. Quand on traverse la ligne de race, c'est l'inverse. Les femmes sont au-dessus des hommes. Même si, comme ça n'a pas l'air évident. Mais en fait, pourquoi c'est pas évident ? Parce que à l'intérieur du foyer, les hommes qui sont héritiers d'une culture patriarcale, dans nos pays, là, au Maghreb, c'est une culture patriarcale. Donc eux, ils arrivent avec une culture patriarcale et ils arrivent dans une culture patriarcale. Donc en fait, ce sont des hommes, produits comme des hommes. Donc à l'intérieur du foyer, il y a moi ce que j'appelle une violence horizontale. C'est-à-dire effectivement à l'intérieur, il y a les hommes qui sont violents contre les femmes, contre les enfants, etc. Parce que effectivement, le racisme, le capitalisme produit de toute façon des masculinités toxiques. Bon, ça c'est une évidence. Il n'en reste pas moins que si on prend strictement l'État, la violence de l'État, il cible en premier les hommes. Les premières victimes de l'État, c'est pas les femmes indigènes, c'est les hommes. C'est eux qui sont tués par les flics, c'est eux qui remplissent les prisons, c'est eux qui sont contrôlés par les flics 10 fois par jour. Et c'est eux, et ça c'est à l'école, que ce soit à l'école, à l'université, ils sont discriminés plus que les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes indigènes réussissent beaucoup mieux, pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce que les structures de la société racistes, et qui privilégient le genre féminin de la race, en fait, les favorisent. Donc en fait, les vraies victimes de l'État raciste, ce sont les hommes. Donc en fait, les hommes sont au plus bas du panier, contrairement à la vulgate féministe. Et donc, effectivement, pourquoi ces hommes-là se retrouvent chez Sorel ? C'est parce que lui, il leur a dit, vous êtes des victimes. Ce que personne ne leur dit. Et ce qu'eux, ils savent parfaitement bien. Sauf que, d'abord, ils n'ont pas le droit de le dire. Les hommes indigènes n'ont strictement pas le droit de dire quoi que ce soit. Ça, c'est un fait. Je veux dire, on n'imagine pas une association d'hommes indigènes qui revendiquerait des droits, genre, on est des victimes en tant qu'hommes. Ça n'existe pas. C'est tellement hors de propos que voilà. Donc, en fait, ils sont en dessous de nous. Ils n'en sont pas moins violents, puisque je dis qu'il y a une violence verticale qui s'abat sur eux, et ensuite une violence horizontale à l'intérieur des familles. Ça, et donc, nous, les femmes, en fait, on reçoit une partie de cette violence. Ça, c'est une évidence. Mais précisément parce là où on a la conscience, en fait, que les hommes qui sont là, ce ne sont pas nos ennemis principaux, même si, disons, le discours hégémonique voudrait nous faire croire, parce que le discours hégémonique, la propagande sur la violence qui nous est faite, c'est H24. Moi, j'ai grandi là-dedans. Les hommes de votre famille, l'islam, le truc, le machin. Donc, effectivement, on est quand même produite pour considérer que notre
ennemi principal, c'est l'homme de chez nous. De la même manière que les petits blancs, on leur dit H24 que leur premier ennemi, c'est le musulman. Tout est parfaitement bien. Ben. Et donc, mais nous, en réalité, on sait bien que c'est pas vrai. Des hommes de chez nous qui ont encore un pouvoir. Quel pouvoir? Ils sont au chômage, ils n'ont pas de poste important, ils sont discriminés, ils sont en prison. Je veux dire, notre vécu sensible, c'est que c'est de la merde ce qu'on nous raconte. C'est n'importe quoi. Qu'il y ait des violences, on les connaît, mais simplement, on comprend que c'est beaucoup plus général et que ça les dépasse. Et donc, en l'occurrence, que ça ne peut pas être, eux, nos ennemis principaux. Bon. Donc, tout ça pour dire que, on ne peut pas, nous, je parle des angles morts du féminisme hégémonique. Donc, nous, on ne peut pas se contenter de cette description du réel. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour revenir à Soral, donc Soral, il perçoit ce malaise. Il le perçoit. Et il dit, la beurette, elle a le droit de rentrer en boîte. D'ailleurs, il y a un truc là qu'il a dit. On peut peut-être lire un passage de Soral parce que il est bien. Il dit des trucs bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Soral? Alors, je peux peut-être commencer plus haut. Donc, du pain béni pour... Enfin, la plupart sont des hommes. Donc, les hommes qui vont écouter Soral. Des hommes étouffés par une masculinité empêchée, mais des hommes blancs et indigènes violemment attachés à leur virilité. C'est sûrement la question la plus sensible et la première à avoir attiré l'attention des hommes indigènes sur Soral. C'était en 2004 dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Le passage du polémiste a fait sensation et est devenu une référence. Et quand je dis qu'il est devenu une référence, c'est vrai. Hein. J'ai plein d'hommes indigènes, télévisuels pour de nombreux jeunes hommes des quartiers. Au milieu d'une longue diarrhée verbale, il évoque ces masculinités mises à la marge par le pouvoir de la masculinité blanche hégémonique et énonce quelques fulgurances qui toucheront la jante masculine indigène en plein cœur. Donc là, je le cite. Il y a toujours la possibilité pour la jolie beurette, celle qu'on appelle l'Aziza, de se sortir de la banlieue en allant proposer ses fesses en boîte de nuit, alors que le mec, lui, n'y rentre pas. Faut pas oublier toute la souffrance d'être un franco-maghrébin en bas d'un immeuble qui voit que sa sœur peut se faire inviter en boîte et lui voir que sa sœur peut se faire inviter en boîte et lui qui n'a que sa misère à proposer. N'oublions pas que quand tu es un garçon et que tu veux inviter une fille au resto, contrairement au baratin des féministes, il faut pouvoir payer pour toi et pour la fille parce que c'est ça la concurrence des mâles. Il faut pouvoir gagner 2 fois plus et les mecs gagnent plutôt 2 fois moins. Bon, ça c'est le genre de truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux juste vous dire que c'est dommage que c'est lui qui l'ait dit. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, c'est lui qui l'a dit. Et en fait, nous, sincèrement, dans le mouvement décolonial, on le dit depuis très longtemps. Simplement, comme vous ne l'ignorez pas si vous suivez un peu notre parcours, on s'en prend plein la gueule quand on dit ça. C'est-à-dire que si moi je suis considérée comme antiféministe ou misogyne ou tout ce que vous voulez, c'est parce que j'ai précisément dit ce genre de choses. Sauf que moi, je ne le dis pas comme Soral pour intégrer les indigènes, parce que c'est ça qui fait que derrière, c'est le projet de Soral. Le projet de Soral, c'est d'intégrer, c'est qu'en fait, il est fasciné par la masculinité indigène. Il est fasciné. Pourquoi? Parce que comme tous les fachos, il est inquiet de sa propre virilité. Il est très inquiet, mais les fachos blancs, parce que quand il voit la concurrence entre impérialisme, les Américains, le nationalisme français, il est contre. Dans le cadre de la concurrence inter-impérialiste, les fachos français, ils n'aiment pas sentir l'hégémonie des Américains. Et donc là, déjà, ça leur pose un problème de virilité, de ne pas être aussi viril que les Américains. Ça, c'est pour les fachos. C'est pour ça qu'ils se la jouent genre la souveraineté française, mais c'est juste une question de... Voilà, vous avez compris. Et alors, ensuite, il y a la concurrence des autres formes de virilité, que ce soit islamique. Ah, alors, à la fois, ça les fascine, et à la fois, ils en ont peur. Voilà. Et donc, Soral, qui est fasciné par une masculinité inventée, parce qu'en fait, l'image que lui se fait de la masculinité indigène et musulmane, c'est aussi une construction. Parce que moi, je n'adhère pas à l'idée que lui se fait de la masculinité indigène. Je ne suis pas en train de dire que les hommes indigènes sont vraiment les virils que lui, il décrit. C'est pas ça que je dis. Ils sont attachés à leur virilité, mais ça ne veut pas dire que ils ont une puissance virile qui ferait qu'ils auraient un pouvoir, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais lui-même, il a une construction raciste du virilité de la masculinité indigène. Toujours est-il qu'il est fasciné, et en même temps, il se dit que cette virilité-là,
comme lui, son ennemi principal, parce que les racistes en France, l'extrême droite, ils sont divisés par rapport à leur ennemi principal. Lui fait partie du courant qui considère que l'ennemi principal, c'est les juifs. Bon. Et qu'avec les musulmans, il faut les avoir under control. Et il y a une autre partie de l'extrême droite qui considère que le premier problème, c'est les musulmans et qu'on peut bien s'acoquiner avec les juifs. Donc tout ça, c'est du racisme, mais voilà, chacun ses priorités. Et donc Soral, lui, son problème, c'est les juifs. Donc il se dit, puisque c'est les juifs, on va s'acoquiner avec les musulmans. Enfin, les musulmans. Il adorait que les blancs prennent exemple sur ces musulmans qui mettent des voiles à leurs femmes, qui les contrôlent. Tout ça, il adore. Il est fasciné par ça, mais en même temps, il en a peur. Donc, c'est quoi son calcul ? Eh bien, ces musulmans-là, il faut les dompter. Il faut leur proposer de s'intégrer. Mais cette virilité-là, elle ne doit pas concurrencer la bonne virilité des grands blancs. Non, il faut la dompter et la domestiquer. Donc c'est ça son projet. Mais en même temps, en faisant ça, malgré tout, il fait une proposition aux hommes indigènes. Il leur a dit, non, mais vous avez raison, c'est bien de dominer les femmes, vous avez raison d'être viril, vous avez... Et en plus, c'est vrai que vous subissez une espèce de hogra, parce qu'en fait, il n'y en a que pour la beurette. Donc il leur sert vraiment le projet qu'ils ont envie d'entendre. Parce qu'eux, ils ont vraiment, et à juste titre, une masculinité profondément blessée, profondément humiliée. Bon, et en plus, c'est une humiliation historique. C'est pas quelque chose qui date des années 80 en France. C'est une humiliation historique qui date de la colonisation, attention. Donc c'est déjà quelque chose qui vient de très très loin. Donc lui, il a un projet nationaliste et raciste derrière, donc il veut dompter cette virilité, tout en la flattant, tandis que nous, on veut essayer de comprendre, la mécanique qu'il y a derrière, comprendre et recevoir et accepter le fait qu'effectivement, les hommes sont bien en dessous du panier social, et c'est vraiment eux qui sont réellement opprimés, et le reconnaître, ce fait-là, parce qu'il faut le reconnaître. Si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas s'en faire des alliés. Le reconnaître, et ensuite, voir, et c'est peut-être ce que j'essaie de faire à travers toutes mes interventions, que ce soit par rapport aux Blancs, par rapport aux indigènes, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre, et qui est vu par la gauche comme étant quelque chose qui est de l'ordre de la réaction, du conservatisme, les affects négatifs, eh bien, à chaque fois, essayer de voir à l'intérieur, et c'est ça l'exercice le plus compliqué, de voir à l'intérieur la part positive, la part de lumière. Par exemple, dans le cas des indigènes, des hommes indigènes, il y a, quand eux, ils résistent, parce que c'est tout ce qu'il leur reste, avec, disons, une espèce de virilité ou une masculinité, eh bien, il faut simplement identifier à l'intérieur la part qui résiste, en fait, aux attaques de l'État. Et il y a une part qui résiste aux attaques de... C'est ce qu'on trouve chez les rappeurs. Tout ce truc-là, bling-bling, etc. Mais tout ça, ça fait partie de la panoplie que trouvent les hommes pour résister. Alors évidemment, ça va contre toutes les intuitions féministes. Ça va même contre les théories féministes hégémoniques. Ça, je suis tout à fait consciente. Il n'en reste pas moins qu'on a intérêt, nous, à empêcher la dérive des hommes, blancs et non blancs, vers la droite et l'extrême droite. C'est ce que Soral a réussi à faire. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est aller dans le terrain de l'ennemi, effectivement, ne pas avoir peur de se salir les mains. Donc c'est le 4e ou le 5e chapitre, je ne sais plus. Il y a un chapitre qui s'appelle « Se salir les mains ». Ça veut dire que c'est une politique concrète. Il faut se salir les mains, les mettre profondément dans la merde et aller chercher, vraiment, la part positive. Et ensuite, évidemment, cette part positive, ce qui est de la résistance, et chez les Blancs, en vérité, c'est pareil. Les masculinités blanches non hégémotiques, c'est-à-dire les masculinités prolétaires, et ça Bourdieu l'avait déjà mis en évidence, et d'autres sociologues qui travaillent sur les masculinités, montrent bien qu'en fait, pour les classes prolétaires, cette forme de masculinité, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre. Leur dignité, elle est que là. Ils n'ont rien d'autre parce qu'ils sont pauvres, et que cette société leur a tout enlevé. Et bien que ce qui fait la dignité et la part de fierté de ces populations-là, il faut savoir en soustraire, disons, la part positive, mais avec l'espoir, et c'est ça, et c'est là tout l'enjeu d'une politique décoloniale, c'est que cette énergie qui existe, il faut la retourner contre l'État. Contre l'État. C'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Tout ça n'est évidemment pas facile, mais c'est soit ça, soit on laisse un féminisme hégémonique, en fait, appliquer à toutes les masculinités la même politique et se faire des ennemis de toutes les classes dominées. Parce que les hommes qu'on attaque de cette manière-là, c'est simple.
ils vont se retourner contre nous tous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, il y a un phénomène qui se passe aux États-Unis, qui est par exemple que la Cour suprême, elle est revenue sur le droit à l'avortement. Bon, mais ça c'est un recul incroyable. C'est vraiment. Mais pourquoi elle réussit? C'est parce qu'en fait, les classes prolétaires sont d'accord avec ça. Mais pourquoi ils sont d'accord avec ça? Parce qu'ils ont été abandonnés pendant des décennies et des décennies, et que en fait, leurs problématiques n'ont jamais été prises en compte. Et aujourd'hui, ils sont tous, en fait, malheureusement, et c'est ça les effets pervers d'une politique progressiste qui ne comprend pas les ambivalences et les ambiguïtés des masculinités subalternes, c'est qu'en fait, on ne fait que les livrer à la véritable réaction. Et en fait, là, il y a une alliance de fait qui se fait, mais de fait, avec les riches bourgeois américains, avec les plus grands prolétaires américains. Je veux dire, les rednecks et tout ça, il y a une alliance qui se fait sur des valeurs hyper réac, mais c'est parce qu'on n'a jamais su trouver d'alternatives justement au malaise, notamment masculin, mais pas que, prolétaire, etc., etc. Donc voilà. Donc en fait, pour résumer très rapidement, la position décoloniale n'est évidemment pas une position antiféministe, puisque, je répète, je reviens en arrière, il s'agit pour nous de combattre l'État raciste, hétérosexiste, qui produit toutes ces masculinités négatives et dominantes, mais simplement, il faut savoir dorénavant faire un distinguo entre les bourgeoisies, les masculinités bourgeoises, réellement, et le reste, et mener des politiques appropriées. À chaque fois, j'ai l'impression de te couper dans ton développement, mais si tu cites Soral, c'est parce qu'aussi tu reproches à la gauche de ne pas réussir à se coller en fait aux affects des petits blancs, et des affects que tu dis qui sont aussi matérialistes. Et je voudrais en fait citer un passage de ton discours « Les beaufs et les barbares sortir du dilemme » que tu avais prononcé au Bandung du Nord en 2018. Le matérialisme froid de l'extrême gauche l'empêche de comprendre le besoin d'histoire, d'identité, de spiritualité et de dignité. Une dignité qui ne serait pas seulement pour les classes politiques blanches, celle de consommer. Et là, tu parles des petits blancs. Ils n'attendent pas seulement qu'on augmente leur salaire, ils votent pour des valeurs. Et à des valeurs, on n'oppose pas 1 500 €, mais d'autres valeurs. Donc la gauche, elle se désole que les petits blancs votent à l'extrême droite. Et que le sentiment national ait surplombé la question de la classe. Qu'est-ce que tu proposes à la gauche? Je sais que tu t'apportes beaucoup de clés dans ton livre pour que la gauche... Je propose à la gauche d'appréhender les classes populaires, non pas seulement sur le volet économiste, augmenter les salaires, ce genre de choses, mais également sur le plan de la dignité, de la culture, de l'identité. Et que les choses qui sont mises en avant comme besoin d'identité, comme besoin de culture, dont ils ont été privés, parce qu'en fait, l'État-nation a détruit les cultures locales, en fait. Et donc, l'enracinement des gens, quelque part. Eh bien, moi, je pense que si l'extrême droite réussit, c'est parce qu'elle comprend ça. C'est toujours pareil, elle a toujours un train d'avance. Elle comprend un besoin d'identité, de culture, d'enracinement, quelque part. Eh bien, ça fait partie des choses qu'on doit comprendre. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est que c'est une erreur de penser que l'État-nation n'est qu'un produit de la volonté de la bourgeoisie. L'État-nation, et moi, je viens de l'histoire coloniale. Et donc, je dis devant tout le monde ici, sans problème, que je déteste l'État-nation. Parce que moi, l'État-nation français, c'est l'État qui a imposé le colonialisme à toute l'Afrique. Donc le drapeau bleu-blanc-rouge, moi, je ne l'aime pas. C'est-à-dire que moi, je me sens agressée par le drapeau bleu-blanc-rouge par rapport à son histoire. Il n'en reste pas moins que même le drapeau, c'est pas une essence. Même le drapeau français
Ça n'est pas une naissance. Il s'est transformé à travers le temps. Et il y a eu le drapeau blanc-rouge de l'époque de la Révolution française, qui, lui, n'était pas... une France qui n'était pas encore nationalisée à l'époque. Donc il avait encore des valeurs et des idéaux que nous, on peut se rapproprier. C'est-à-dire qu'en fait, le drapeau blanc-rouge, il n'a pas un contenu définitif. Ce n'est pas à l'extrême droite ou à l'État français de lui donner nécessairement un contenu. Et précisément parce que le nationalisme, encore une fois, je pars toujours de l'idée que les sentiments, même le nationalisme, ne sont pas que négatifs. Je m'explique. Au sens où, par exemple, le nation, c'est le besoin d'une patrie, le besoin d'avoir un refuge. Aujourd'hui, ce besoin d'avoir un refuge, d'être protégé, c'est un sentiment légitime dans ce grand monde qui s'appelle la mondialisation, où effectivement on a l'impression de se perdre. Eh bien, tous ceux qui, tout en bas, les plus pauvres, ont le sentiment de se perdre et qui se raccrochent à quelque chose qui s'appelle la nation, ce geste qui consiste à se raccrocher à quelque chose de protecteur, ben ça aussi, il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accompagner jusqu'au bout. Parce que nous, on sait c'est quoi l'État-nation, c'est pas la question. Mais ça veut dire qu'il faut trouver et comprendre ce geste et pas le condamner totalement. Pas le condamner totalement. Et là, c'est pareil, c'est une manière de reprendre langue avec les classes populaires et d'essayer de comprendre où elles ont mal. C'est quoi leurs besoins. La dignité, c'est un besoin. La protection, c'est un besoin. Voilà, ce sont des besoins. Et ça veut dire qu'on a la possibilité, et ça c'est un projet politique, on a la possibilité de réinvestir ce sentiment et de lui donner un autre contenu. On peut imaginer, donc ça c'est aussi une chose que je propose dans le livre, puisqu'en fait j'ai toute une partie sur l'Union européenne, que je propose donc un Frexit décolonial, et donc moi je suis radicalement contre l'Europe telle qu'elle existe, qui pour moi est une Europe impérialiste et qui ne fait que défendre les intérêts des classes supérieures. Eh bien, j'ai aucun problème à dire il faut quitter cette Europe. Mais si on quitte cette Europe, c'est pour revenir à une échelle nationale, parce que pour l'instant, on n'en connaît pas d'autres. Mais même ce retour à l'échelle nationale, c'est un retour dynamique. Il ne s'agit pas de revenir à l'échelle nationale pour accepter l'État-nation. Pour moi, c'est revenir à l'État-nation pour mieux combattre l'État-nation. Mais en tout cas, se rapprocher du pouvoir. Donc en fait, c'est toute la problématique de comment on reconquiert un pouvoir qui nous est complètement... dont on est privé à l'échelle européenne, parce qu'on sait très bien qu'à l'échelle européenne, on n'a plus de pouvoir. Les classes populaires n'ont plus du tout un pouvoir, puisqu'en fait, l'Europe est complètement antidémocratique. On arrive à la fin de ce débat. Je voulais juste poser une dernière question. Après avoir cité toutes ces difficultés et ces barrages qui empêchent cette alliance, y a-t-il vraiment un espoir ? Mon introduction, je vais répondre avec une phrase de mon introduction, qui est l'introduction, à mon avis, la plus pessimiste que j'ai écrite. Donc c'est sur la convergence. Je l'avoue, c'est un bien curieux mot que ce nous, à la fois diabolique et improbable, donc le nous des beaufs et des barbares. Au moment où d'un côté les je et les moi plastronnent, et où de l'autre le nous de la suprématie blanche s'épanouit, il est même presque incongru. A fortiori, quand on sait que les différentes composantes et sous-composantes de ce grand nous fanonien sont presque toutes aussi incertaines les unes que les autres. Le nous des classes populaires blanches, improbable. Celui des indigènes, une blague. La rencontre de ces deux nous, un mirage. Leur union au sein d'un bloc historique, une chimère. Je me suis donc lancée dans l'écriture d'un livre presque injustifiable à mes propres yeux, en m'accrochant à la branche fragile de cet adage populaire aussi juste que dérisoire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le nouvel espoir, car si j'ai grand-peine à me convaincre qu'une telle unité est possible, je ne me résous pas à l'idée que tout n'aura pas été tenté. Aussi faut-il commencer par ce qui l'en empêche. L'état intégral. Merci.
sais pas si quelqu'un voudrait réagir, poser une question ou dire, faire un commentaire. Bonjour, merci beaucoup pour ton intervention. Je voulais te poser une question en rapport avec des recherches que je mène actuellement. Beaucoup d'éléments dans ta présentation m'ont fait penser, et notamment la partie où tu as parlé de ces petits blancs qui avaient dû abandonner leur tradition pour se rallier à la blanchité, finalement, au projet républicain, ce genre de choses-là. Et beaucoup des éléments que tu as soulevés m'ont fait penser à une histoire, je ne sais pas si tu es familière avec celle-là, mais c'est celle du mouvement nationaliste en Corse, par exemple, qui en fait est un mouvement finalement de petits blancs qui, quand on lit leurs textes à l'époque, on n'a rien à voir avec la France et avec l'Europe, on est des Africains, on nomme notre organisation armée du même nom que celle des Algériens, le FLN. Quand on crée des organisations syndicales, on reprend une terminologie qui vient des syndicats anticoloniaux du Maghreb. On se bat contre les pieds noirs, etc. Bref, et on se sent solidaire des peuples, des Palestiniens notamment. On fait des actions avec eux, voilà. À quel point c'est au Parti des indigènes de la République, à quel point c'est quelque chose des problématiques que vous avez travaillées à l'époque. Est-ce que c'est des choses, est-ce qu'il y a eu des rencontres, vous avez été approché par des militants de ces mouvances-là, est-ce qu'il y a des convergences que tu vois? Et un moment aussi quand tu as parlé des Gilets jaunes, le fait que ces gens étaient programmés pour s'en prendre aux Arabes, mais la dimension insurrectionnelle a pris le pas sur la dimension raciste. Une anecdote que je peux raconter, même si à mon avis elle ne résume pas l'entièreté de la situation, c'est quand il y a eu l'assassinat d'Ivan Colonna en France, il a été assassiné dans une prison française l'année passée, alors que beaucoup de gens de l'extrême droite française disaient mais c'est un arabe qui l'a tué, en tout cas un ancien djihadiste, c'est un islamiste qui l'a tué, et on voyait l'extrême droite française qui était choquée du fait que la violence insurrectionnelle des jeunes militants nationalistes corses, elle s'est tournée contre l'État français, au cri de État français assassin, alors qu'eux, ils auraient rêvé de les voir crier les Arabes dehors, Arabifora, etc. C'est un mot d'ordre qui n'a jamais été prononcé dans les manifestations à l'époque. Donc c'est, à mon avis, un autre exemple aussi à mettre en parallèle de celui des Gilets jaunes, du genre de phénomène que tu décris. Alors nous, on a mis en évidence une idée qui est celle d'internationalisme domestique. Alors il y a l'internationalisme qu'on pratique en tant qu'anti-impérialiste, donc là il s'agit de lutter contre l'impérialisme, mais on a aussi mis en évidence, au pire, l'idée d'internationalisme domestique, à savoir de créer des liens avec les mouvements régionalistes. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on pense que, alors toujours parce que pour nous c'est important de combattre la structure de l'État-nation, que à la fois il faut le combattre dans son prolongement européen, mais il faut aussi le combattre en renforçant les revendications régionalistes de gauche ou décoloniales. Je ne sais pas si elles existent, les décoloniales, je ne crois pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, il y a les régionalismes de droite, évidemment qu'on ne peut pas soutenir parce qu'ils sont racistes. Mais par contre, des régionalismes qui revendiquent alors, à la fois une plus grande autonomie des cultures, des langues, tout simplement la possibilité de pratiquer une politique quelle qu'elle soit, à l'école ou qu'elle soit à leur niveau régional, nous on est tout à fait favorable à ça, et c'est ce qu'on appelle l'internationalisme domestique, c'est-à-dire notre capacité en tant que mouvement décolonial à créer des alliances avec des groupes qui revendiquent justement des cultures et des identités. Donc ça, pour nous, c'est pas du tout un problème, et au contraire, ça va dans notre sens. Mais encore une fois, il faut distinguer le régionalisme de droite de celui de gauche, d'extrême gauche, voire décolonial, qu'on espère fleurir. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir ? Pardon. Alors, salut à toi. D'abord, ravi de te revoir en Suisse maintenant. Et du coup, je me demandais sur un sujet peut-être qu'on évoque assez peu finalement dans les discussions autour des thèmes que tu abordes, qui est cette question de la spiritualité, du mysticisme, enfin de tout cet aspect-là. En fait, quand on voit, disons pour quelqu'un comme moi qui revient d'assez loin à cet égard-là, enfin d'une tradition de gauche plutôt
athée par défaut, sans vraiment de réflexion, on va dire. Tu réfléchis notamment à l'effet qu'a eu sur les petits blancs, qu'a eu sur la radicalisation du racisme, de ces affects-là, une sorte de ressenti de perdre pied avec ses propres racines, avec sa tradition religieuse, etc. Comment est-ce que tu vois un retour à une sorte de cohabitation heureuse entre ces spiritualités qui viennent de racines très différentes, de cultures très différentes? Est-ce que tu penses que c'est possible à partir de l'état actuel des choses, où la tradition chrétienne est devenue une sorte de marqueur de l'extrême droite, de l'identité raciste finalement? Comment est-ce qu'on pourrait revenir à, si on le peut, comment est-ce qu'on pourrait revenir à une dynamique vertueuse de cohabitation entre ces... Tu sais, pour moi, l'Église ou la chrétienté, c'est comme le drapeau. Effectivement, ils ont été complètement investis par l'extrême droite et la droite réac, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont captifs en tout temps et pour toujours et pour la vie. Moi, nous, on travaille avec des groupes chrétiens à Paris qui sont de plus en plus décoloniaux et qui se revendiquent aujourd'hui, qui sont complètement anti-impérialistes, décoloniaux, antiracistes, et qui le font au nom du christianisme, du Christ. Et on sait qu'il y a une théologie de la libération en Amérique du Sud. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une théologie de la libération des petits blancs en France, ou en Suisse. Tout est question de volonté politique. Tout est question. Moi, alors là où je te suis, moi je pense qu'il faut redonner sa place au mythe. Ne serait-ce que parce qu'en fait, il y a un mythe qui prend toute la place, c'est celui du capitalisme froid. Du dieu dollar ou argent, ou peu importe. Moi, je pense qu'il faut redonner de l'importance et même d'une centralité à la question du mythe au sens large. Parce que le mythe, c'est pas que la religion, mais il faut effectivement cesser de croire que la religion n'est qu'oppression, je veux dire. Pour moi, tout est question de contexte. La religion est oppression, comme elle est l'inverse. Je veux dire, ça dépend des contextes, ça dépend d'où on est. Aujourd'hui, en France, il faut soutenir la construction des mosquées qui sont très réprimées, précisément parce que les musulmans recréent du mythe. Et en fait, le simple fait d'exister en tant que musulman autour de mosquées, autour d'espaces symboliques comme la mosquée, c'est une concurrence au récit hégémonique. Et c'est une manière aussi de lui échapper. Et en fait, ce qui est insupportable à l'État français, c'est qu'en fait, les musulmans, en fait, échappent à l'idéologie dominante en ayant une autre idéologie, en fait. Voilà. Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on échappe à l'idéologie de l'État. Voilà. Et c'est pour ça que tout est fait pour que l'islam soit institutionnalisé. Et c'est ce que fait l'État depuis très longtemps, de toute façon. Et c'est pour ça que des mosquées indépendantes, c'est insupportable. Bon, voilà. Donc, en fait, ce que font les musulmans, il faut soutenir l'aspiration des musulmans à vivre leur foi de manière autonome et libre, mais il faut le faire pour toutes les formes de spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme doit aussi se libérer aussi, à mon avis, de la domination bourgeoise. Parce qu'en fait, ce que je vois, moi, dans le christianisme réac, c'est surtout qu'en fait, il est entre les mains de la bourgeoisie. Pas que, mais essentiellement. En fait, il est complètement entre ses pattes. Et malheureusement, la gauche est trop matérialiste pour comprendre l'importance de réinvestir le mythe. Voilà. Mais bon, on espère que ça viendra. On espère. Bonjour et merci pour votre travail. Merci aussi au travail de Parole d'honneur que je suis. C'est vraiment incroyable et puis ça redonne vraiment foi et je suis heureuse de voir que la coopération est de plus en plus possible grâce à vous. Moi, il y a une phrase dans le livre qui m'a vraiment marquée. C'est « Le continent africain ne connaissait pas l'homophobie telle qu'on la connaissait dans des systèmes capitalistes avancés ».
Je suis désolée si ça a déjà été évoqué dans d'autres écrits, mais en fait, je cherche des informations par rapport à ça. Simplement, est-ce que vous auriez aussi éventuellement des sources? Deuxième question rapide, je vous ai entendu parler avec Wissam d'une école décoloniale, et je voulais savoir si vous aviez avancé sur la question et si ça allait se faire. Ouais, on est en train de travailler sur un nouveau programme d'école décoloniale, donc on espère faire ça assez rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a mis en place, il y a quelques années en arrière, un cycle de formation décoloniale. On faisait ça à la colonie Barré à Paris, et ça a marché, ça a vachement bien marché, sur un tas de sujets, et notamment sur les questions sexuelles. Ça fait partie des choses qu'on aime bien aborder à Parole d'honneur. Donc on espère à la rentrée en tout cas faire ça, et ça sera évidemment pour ce qui nous concerne à Paris, mais ça sera diffusé. Donc on filmera toutes nos interventions. Sur Parole d'honneur ? Sur Parole d'honneur, bien sûr. Yeah. La classe. Génial. Ensuite, sur la question de l'homophobie. Alors, vaste sujet. Alors, d'abord, j'ai écrit en 2014 un long texte théorique sur la question. Je ne me souviens pas de toutes les références, mais je sais qu'il y a de nombreux sociologues du continent africain qui travaillent sur les questions sexuelles et qui seront des sources pour vous. Il faut retrouver ce texte qui s'appelle, c'était un truc, impérialisme gay et je ne sais pas quoi. Mais si vous tapez Boutelja, impérialisme gay, vous tombez dessus. Et là, dans ce texte-là, ne serait-ce que les références, donc je renvoie vers des textes et des travaux de sociologues sur la question sexuelle en Afrique. Ensuite, sur le fait que ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis, c'est que l'hétérosexisme a été exporté en Afrique avec la colonisation. Lorsque les colons arrivent, par exemple en Algérie, ou même en Tunisie, au tout début de la découverte de l'Afrique du Nord, par exemple, les mœurs étaient très relâchées, les mœurs sexuelles, contrairement à ce qu'on croit. Parce que les musulmans eux-mêmes sont intoxiqués par rapport à leur propre histoire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'islam politique, l'islamisme, lui-même est très blanchi, en fait. Il a une vision de la vie sexuelle en islam qui est complètement fausse quand on s'intéresse à l'histoire réelle des sociétés musulmanes. En fait, il y avait, avant la colonisation, pas qu'au Maghreb, mais je veux dire dans toute l'Amérique du Sud, je veux dire, quand les premiers colons sont arrivés en Amérique latine, pareil, la pratique de l'homosexualité était monnaie courante, c'est-à-dire que c'était pas un problème et c'est pas identifié comme un problème. C'est bien. Alors, ça ne veut pas dire que dans toute l'humanité, ça n'a pas été un problème. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que l'hétérosexisme, sous sa forme occidentale, nationaliste, qui est née avec la création et l'émergence des États-nations européens, a reproduit ces normes dans tout le continent africain et dans toute l'Amérique latine. Donc aujourd'hui, le monde entier est hétérosexiste. Le monde entier, sous une forme ou sous une autre. Il y a des formes de sexualité qui résistent, ça et là. Mais le problème, c'est qu'en fait, d'un côté, les premiers colons ont imposé les normes hétérosexistes et ont créé on fait émerger l'homme hétérosexiste, mais en faisant émerger l'homme hétérosexiste, même dans nos pays, ils l'ont fait en Europe, hein, ils ont commencé par le faire en Europe, ils l'ont fait aussi dans nos pays, en créant l'homme hétérosexiste, ils ont immédiatement créé l'homosexuel, qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on avait des catégories qui n'étaient pas identifiées réellement comme telles. Cette binarité, elle a émergé vraiment avec l'arrivée des États-nations de l'impérialisme, enfin de la colonisation. Oui. En Afrique, il y avait des rois homosexuels. Il y avait des formes de vie sexuelle qu'on ne peut pas nous réduire simplement à la forme homosexuelle. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ces catégories, en tant que telles, n'étaient pas nécessairement identifiées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il pouvait y avoir des pratiques homosexuelles, mais qui n'étaient pas identifiées comme homosexuelles parce que son contraire n'existait pas non plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc le fait est que des catégories ont été créées de toutes pièces et on finit par décrire le réel. Par exemple, je connais bien le cas tunisien, où par exemple la France a carrément imposé une législation homophobe en Tunisie, qui n'existait pas, ni en islam, ni nulle part.
elle a été imposée telle qu'elle dans un certain nombre de pays, et notamment africains, mais ça, je vous renvoie aux travaux. Hein. Et c'est là, c'est à partir de... C'est-à-dire que, par exemple, l'homophobie, qui est une réalité aujourd'hui sur le continent africain. Aujourd'hui, au Sénégal, les homosexuels, ils se font tabasser, ils se font même tuer. En Ouganda, c'est pareil. Au Maghreb, faut pas trop la ramener. Eh bien, on va 100 ans plus tôt, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est aussi simple que ça. Ça n'existait pas. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé par le colonialisme et par des législations qui ont par exemple, criminalisé la sodomie, ce genre de choses. Et donc, tout ça, c'est sérieux. Et aujourd'hui, n'importe quel habitant du Maghreb dira, mais ça, c'est depuis l'époque du prophète. Ça a toujours été comme ça. Ce qui est faux. C'est juste factuellement faux, je veux dire. Ça ne veut pas dire que les textes... Attention, là, je fais une distinction. Ça ne veut pas dire que les textes ne condamnent pas l'homosexualité. Faut savoir de quoi on parle. Il y a une différence entre ce que disent les textes et la société réelle. La société réelle, elle s'en foutait. Mais, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que oui, le phénomène en tant que tel, de l'homophobie, celle qui existe aujourd'hui, elle est très forte dans les pays du Sud. En Amérique latine, c'est pareil, extrêmement forte, mais parce que l'hétérosexisme a gagné partout. Et que toutes ces sociétés sont construites sur le modèle européen, nationaliste, viriliste. Viriliste. Tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont. Et donc, même la répression des femmes. En Algérie, par exemple, il y a le Code de la famille qui a été promulgué non pas par les islamistes, mais par l'État qui est sorti des indépendances. C'est lui qui a ramené les femmes à la maison avec ce qu'on appelle le Code de la famille, mais qui est né non pas de l'histoire ancienne de l'Algérie, qui est né de l'émergence de l'État-nation post-indépendance. L'État-nation copié sur l'État-nation français, avec toutes ses normes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours des analyses qui sont fausses quand il s'agit de pointer, par exemple, le sexisme des pays du Maghreb, par exemple, qui est une réalité. Mais c'est de le rapporter à l'histoire longue de l'islam. Alors qu'en fait, il est à rapporter à l'histoire courte du colonialisme et du fait que les pays indépendants ont désobéi, je dis bien désobéi, à Frantz Fanon. Parce que Frantz Fanon, il disait, il ne faut pas copier les Européens. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a copié les Européens. Donc, c'est ça qu'on est en train de payer. C'est pour ça qu'il faut faire des analyses matérialistes des situations concrètes. Voilà. Les femmes sont effectivement, aujourd'hui, absolument opprimées au Maghreb et dans de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine, parce qu'en fait, il ne faut pas le circonscrire au Maghreb, hein, vraiment un peu partout dans le monde, mais parce que la superstructure qui existe partout, c'est le capitalisme. Et c'est les États-nations. Donc c'est le capitalisme et les États-nations qui sévissent partout à peu près, je dirais, à peu près de la même manière, avec des différences. Voilà. Et alors, dernière chose sur les questions des sexualités. On a créé donc des peuples homophobes, et aujourd'hui, il y a un autre impérialisme qui arrive, c'est que tout le monde doit devenir LGBT. Ah, non mais, donc là, quand on arrive dans nos pays d'origine, au Maghreb par exemple, avec les normes LGBT, mais la réaction, elle est plus que négative. Et là, et c'est là où, encore une fois, il faut être très fin dans les analyses, et ce que nous, on essaye de dire, et qu'on n'a jamais compris, c'est-à-dire que quand les pays du Sud résistent à la normalisation LGBT, c'est une vraie résistance. C'est-à-dire qu'il faut la comprendre. Il ne faut pas simplement dire « ouais, c'est des réacts ». Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est-à-dire que les assauts occidentaux sont tellement répétitifs. C'est-à-dire qu'en fait, on a des peuples qui ont été colonisés, rendus indépendants. Et l'indépendance, on se rend compte, en fait, elle n'a jamais été achevée. Et qu'ils continuent de subir toutes les formes de domination culturelle, politique, économique, militaire du Nord. Eh bien, ces normes-là sont confondues avec le reste, c'est-à-dire comme une invasion impérialiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Le langage qui est utilisé par les gens, c'est celui de l'islam. C'est haram, tata, mais la réalité, c'est qu'on n'en peut plus de se faire imposer des normes qui ne nous correspondent pas et dont on ne veut pas, et qui viennent de l'extérieur. Et ça, il faut le comprendre. Et on peut pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais confondre ces réactions avec de l'homophobie râle et pâquerette. On ne peut pas plaquer ce qui se passe ici. L'homophobie de droite, d'extrême droite, de l'État français, c'est une chose. C'est un rapport avec l'hétérosexisme. Les réactions et les résistances des peuples du Sud, elles sont ambivalentes. Elles sont ambivalentes. Et donc là, il faut disons,
appréhender toutes ces questions avec beaucoup de finesse, de doigté, et jamais arriver avec ses gros sabots. Et Jamais. écouter les militants sur place. Et écouter les militants sur place qui sont autonomes, parce qu'il y avait une analyse selon laquelle les LGBT sur place, justement, eux, ils n'avaient pas envie de rentrer dans un rapport de force parce que ça allait contre leurs besoins, chose que les militants LGBT occidentaux ne comprenaient pas. C'est ça? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Bah de rien. Excusez-moi, en fait, j'ai oublié de préciser, il y a Luz Antena aussi qui enregistre. C'est diffusé en live, donc désolé pour les gens qui ont déjà parlé, mais si les prochains ne veulent pas être diffusés en live, j'avais oublié, je suis vraiment désolée. Voilà. Quelqu'un veut parler après ça? Bonjour madame, je vous suis depuis un petit moment et puis effectivement je peux partager certaines de vos analyses sur l'anti-impérialisme ou d'autres. Après, je récuse certains termes comme le fait que, ou certains raisonnements comme le fait que l'État français soit raciste ou notamment que les Français d'origine, enfin qui proviennent de pays qui étaient colonisés soient des indigènes. Mais ma question principale, et puis vraiment là où j'ai un problème, c'est sur les questions d'identité. Votre sous-titre sur le livre, c'est quand même le pari du nous. Et vous opposez, sauf erreur, vous m'arrêtez si je dis quelque chose de faux, mais notamment ce que vous appelez les blancs des gilets jaunes et puis les indigènes. Mais vous ne pensez pas qu'à force d'appuyer sur ces questions d'identité, justement, on n'arrive plus à faire communauté et les gens ne se parlent plus? Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait très peu de ce que vous appelez des indigènes ou des banlieusards, et les gens ne se parlent plus. Donc il y aura peut-être déjà un problème à force d'appuyer sur ces questions identitaires, un problème à faire en sorte que les gens puissent se parler ou puissent faire nous. Non, mais c'est presque trop facile pour moi, cette question. Non, parce que, en fait, vous dites... c'est pas cohérent ce que vous dites, je vais vous dire pourquoi. Vous dites que les indigènes ne sont pas sortis pendant les Gilets jaunes. Ça, c'est un fait social massif. Mon livre, il est sorti après. Donc, c'est pas le fait de le dire qui empêche le fait massif en tant que tel. Ces catégories ne se rejoignent pas dans la lutte. C'est un fait massif. C'est pas moi qui le produis. Moi, je le constate. Et je le constate à travers la présentation de ce que j'appelais l'état racial intégral. Donc, moi, je suis en train de proposer un livre pour qu'on se réunisse et vous me faites le reproche de les désunir. Je dis, il y a un problème. C'est la réalité sociale, historique de ce pays qui empêche ces catégories d'exploiter, de converger. Et tout est fait pour empêcher cette convergence. Et donc, ceux qui viennent et qui expliquent pourquoi il n'y a pas de convergence et qui tentent, malgré toutes les difficultés, de les rapprocher, eh bien, ça continue d'être un reproche. Moi, je ne peux pas. C'est un peu comme... on a beaucoup reproché aux féministes d'opposer les hommes et les femmes. C'est vraiment des trucs récurrents. Mais les féministes, elles n'opposent pas les hommes et les femmes. C'est le patriarcat qui oppose les hommes et les femmes. Elles proposent une lecture de ce qui sépare et de ce qui divise. Mais elles ne séparent pas. Ce n'est pas elles qui ont la possibilité matérielle de séparer qui que ce soit. Eh bien, c'est pareil pour nous. Ce n'est pas nous qui avons créé ce monde de blancs et de non-blancs. C'est pas nous. Il existe depuis 400 ans. Et il va exister encore assez longtemps, d'ailleurs. Sauf si on est suffisamment nombreux à vouloir le combattre. On ne sera pas suffisant dans cette salle. On va prendre une dernière intervention. Est-ce que quelqu'un aimerait parler? Monsieur. Bonsoir, merci pour votre parole libre. Je voulais savoir ce que vous pensez du mouvement panafricaniste, c'est-à-dire de Kémy Séba, de Nathalie Yamb. Je vous avoue que je ne les suis pas du tout. Alors déjà, Kémy Séba, je le connais évidemment, parce qu'il a beaucoup été en France. Il a un parcours que je n'arrive pas à saisir. Vous voyez, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je sais qu'il est apprécié par de nombreux Africains qui vont l'écouter.
Donc, j'ai un a priori qui consiste à penser que s'il y a autant de gens qui vont l'écouter, même si on me dit que c'est très ambigu ce qu'il raconte, etc., malgré tout, même si je n'écoute pas, je dis qu'il attire vers lui des gens, donc il y a quelque chose à entendre et à écouter. Maintenant, comme je ne sais pas exactement ce qu'il dit, je ne peux pas vous en parler. Et là, vous m'avez parlé d'une deuxième personne, je ne crois pas connaître son nom. Nathalie Yamb, qui est une Suisse-Camerounaise. Je ne sais pas qui c'est. Non, je ne sais pas qui c'est. Oui, alors on va terminer là, je crois, là-dessus. Déjà, je voulais remercier tout le monde d'être venu. Je voulais remercier aussi Luz Antena pour sa diffusion, Pôle Sud pour la collaboration, et puis aussi Alexandre pour la vidéo qui va passer sur Parole d'honneur. Et surtout Ouria Boutelja d'être venu. Voilà, merci. Merci.